Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de... C'est bon. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième saison des ateliers de la transformation. J'ai eu le plaisir de les animer à la saison 1. Vous m'avez moins vu en cette saison 2 et je reviens en cette saison 3, mais simplement pas du tout comme animatrice puisqu'on ne me change pas une équipe qui gagne. Et donc à mes côtés, Julien Catanès qui sera l'animateur de cette saison 3. J'ai la chance d'être accompagnée par Élodie Cassard et Denis Barbarossa. Donc pour vous parler aujourd'hui, je vais évidemment commencer par... Ah, on a une Zabette qui ne fonctionne pas. Par commencer par vous faire un petit résumé des épisodes précédents. La saison 1 qui a été lancée en 2020-2021 avait comme thème une sensibilisation en fait à la transformation des cabinets avec un triptyque qui était moi expert comptable, j'ai une stratégie à définir, moi expert comptable, je manage et moi expert comptable, je vends des missions. Ces trois triptyques ont occupé cette saison 1. Dès qu'on arrive à faire fonctionner la Zapette, vous aurez un slide et vous aurez tous les liens pour pouvoir aller les voir, ces webinaires d'1h30 sur notre chaîne YouTube de l'ordre. La saison 2, c'était une fois que moi, expert comptable, je suis sensibilisée à ce nouvel environnement, dont l'élément déclencheur est la facture électronique. On parlera évidemment du décalage du calendrier et avec la question, maintenant que la facture électronique a pris 1 ou 2 ans dans l'aile, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Et on aura un exemple extraordinaire qui est celui de l'Australie. Alors, je sais pas si vraiment il est extraordinaire, mais en tous les cas, il est intéressant. Extraordinaire dans le mauvais sens. Voilà. Donc, et la saison 2. Voilà, nos slides remarchent, c'est pas mal. La saison 2, en fait, on a fait un focus sur les missions de full service. Donc, saison 1, on se transforme, on comprend les enjeux stratégiques, les enjeux de management et les enjeux de vente, de savoir vendre, qui, à mon avis, est ce qui nous manque beaucoup en cabinet, que ce soit du côté expert comptable ou du côté collaborateur. J'en fais les frais tous les jours dans mon cabinet. Et c'est donc cette saison 2, c'était sur l'émission de full service. Et à la fin de cette saison 2, un livre blanc a été sorti. Vous avez le lien maintenant qui s'affiche à l'écran. Bien évidemment, vous pouvez poser des questions. Vous nous avez tous dit bonjour, c'est très sympathique sur le chat. Donc, vous savez comment ça fonctionne. On répondra à vos questions. Il y a quelques personnes dans la salle parce que vous savez que ces événements sont toujours en mixte. Donc, vous aussi dans la salle, vous pouvez également nous poser des questions. Simplement, je vous demanderai d'avoir un micro pour que en ligne, nos copains experts comptables entendent vos questions. Le livre blanc qui a eu un succès extraordinaire, on l'a sorti aux UE. Vous avez un lien. Je vous cache pas que le grand succès de ce livre blanc, en plus de la prose, c'est qu'il y a des exemples de lettres de mission pour différentes missions de full service, comme la mission de gérer le recouvrement des créances clients de nos clients, etc. Donc ça, c'est un lien qui se passe de main en main en ce moment, et je suis ravie de ce succès-là parce que l'objectif de l'Ordre des experts comptables, c'est de vous proposer des outils pratiques pour mener à bien votre mission. Report de la facture électronique. Donc, vous savez que la date, le top de départ était le 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises pour l'émission et toutes les autres entreprises pour la réception. Fort du succès du guichet unique début 2023 et fort du succès de la déclaration sur les biens immobiliers, l'administration fiscale a trouvé sage de décaler et de proposer un nouveau calendrier. Ce qui est extraordinaire, c'est que donc on attendait tous ce calendrier dans le projet de loi de finances et il n'y avait rien. Et c'est au détour du congrès de Montpellier que j'ai envie de dire, mais ça reste entre nous, de manière peut-être un peu improvisée,
le ministre Bruno Le Maire nous annonce un calendrier suite à une discussion qu'il avait eue avec la présidente du Conseil national de l'ordre, Cécile de Saint-Michel, et Yannick Olivier, le président du Conseil national des commissaires aux comptes. Pourquoi le Conseil national et la compagnie ont été un peu revendicatifs? Parce que, mais c'est évidemment l'objet de ce webinaire, parce que il faudrait pas que ce déplacement de calendrier nous fasse tout arrêter dans les cabinets. En fait, on ne numérise pas le cabinet pour la facture électronique. Ça fait depuis à peu près 10 ans que 10 ans à peu près. En 2015, j'étais co-rapporteur du congrès de l'expert comptable numérique. On parlait déjà de la numérisation des cabinets. Il y avait déjà des études des moulins qui nous expliquaient qu'on pourrait disparaître parce qu'on a un métier forte automatisation. L'étude des moulins se basait sur une étude datant de 2008 de Oxford qui s'était gentiment complètement planté et qui avait étudié en fait des métiers et non des tâches. Donc après, on en est revenu. En bref, l'automatisation des cabinets et la survie ou l'expansion de nos métiers est un sujet depuis plus de 10 ans et donc bien avant la facture électronique. Je veux bien que tu mettes le slide avant. Donc, cette facture électronique était simplement un élément déclencheur et la seule nouveauté à la facture électronique et à ce fameux calendrier, c'est qu'à un moment donné, il y aurait la TVA pré-remplie. Et là, avec la saisie très automatisée liée à la facture électronique et ensuite la TVA pré-remplie, on l'a tous compris, ça va changer un peu le business model de nos cabinets et c'est pour ça qu'il est important de faire le point et d'avoir une stratégie dès maintenant. Et moi, je pense qu'il n'est pas trop tard pour partir. Quoi qu'il en soit, voilà ce que Bruno Le Maire a annoncé. Première étape 2024, c'est-à-dire l'année prochaine, il y a phase de test de la plateforme. Alors là, on est politiquement correct. On a mis la plateforme. Vous savez qu'il existe 2 plateformes. Il y a la PPF, la plateforme publique, et les PDP, les plateformes privées. Il semblerait qu'en fait, c'était la plateforme publique qui n'était pas du tout prête et que certaines plateformes privées le sont. Donc, rien ne nous empêche, nous, experts comptables, dès 2025, de commencer, c'est la deuxième étape, de commencer à travailler avec certaines PPF. PDP, excusez-moi, avec certaines PDP et en particulier, pourquoi pas la nôtre, celle de jefacture.com. En troisième étape 2026, la généralisation de la facture. Donc en fait, notre année 2024 aurait 2 ans de retard et se retrouverait en 2026. Quoi qu'il en soit, et là on peut passer donc au slide d'après, l'automatisation des cabinets, évidemment, il faut continuer et garder le cap. Et là, on va passer tout le reste de ce webinaire à vous expliquer pourquoi, comment et comment on fait. On a des petits sondages à vous montrer. On a sondé en Ile-de-France les experts comptables pour savoir quel est l'impact de la facture électronique sur l'automatisation des cabinets. Je ne sais pas si je vois tout à fait tout bien. Ouais, non, ça, c'est pas mieux du tout. Alors, quel sera l'impact du report de la facture électronique sur l'automatisation des cabinets? 365 experts comptables ont répondu. C'est ça, Julien? Oui, c'est ça. Si tu veux, Ouais, tu nous commentes? Oui, donc en fait, ce qu'on retient de ce sondage, la question était quel est l'impact du report de la facture électronique sur la façon dont vous allez automatiser votre cabinet. Ce qu'on voit, si on doit le résumer, c'est qu'il y a au moins donc 36 plus 51, ce qui doit faire 87%, qui soit ne changent rien, soit accélèrent. Et 13% qui ralentissent du fait du report de la facture électronique. Donc ce 13%, il est plutôt encourageant puisqu'il y a quand même une petite minorité qui annonce ralentir. La discussion qu'on avait juste avant le début, c'était de dire ceux qui ne changent rien, ils ne changent rien par rapport à quoi? Est-ce qu'ils étaient déjà sur un mouvement de digitalisation ou pas du tout? Voilà, donc ça soulève d'autres questions. Mais on voit que ça en décourage que 13%.
tout cas. Alors, vu la fréquentation très importante qu'il y avait au congrès de Montpellier, il y avait 7400 experts comptables avec un thème qui était de la facture électronique à la data. Aux universités d'été ici à Paris, Porte-Maillot, on avait à peu près plus de 6000 participants. Ça veut dire que moi, je pense que les experts comptables ont compris à minima qu'il se passait quelque chose et qu'ils sont dans l'interrogation et la recherche de solutions. Donc, je trouve que c'est primordial parce que si on n'a pas conscience qu'il y a un problème ou qu'il y a un changement, eh bien, on va rien chercher. Alors, moi, j'aurais envie d'interpréter les 51% en se disant, beaucoup de cabinets ont passé le cap de la numérisation, de l'automatisation des process. Alors, quand on parle de l'automatisation des process, je ne sais pas, vous avez prévu de les définir après, messieurs, dames? Oui, donc alors voilà, je vous laisse faire. Moi, j'aurais envie de dire que plus de 80% donc, de la profession continue et accélère. C'est top. Je passe au sondage d'après, peut-être, Oui. qui est un baromètre. Ouais, tu peux y aller. J'y vais. Ok. Donc là, on est sur un autre format qui est la deuxième édition du baromètre de la facturation électronique. Une enquête qui a été faite par un institut de sondage et le Conseil national en partenariat avec ECMA. La question qui était posée, c'est quels sont, selon vous, les principaux avantages et bénéfices de la facture électronique? Ce qui est intéressant, c'est que la question elle a été posée à deux types de publics. D'un côté, les experts comptables et de l'autre côté, les entreprises. Ce qui permet de comparer un petit peu la vision qu'ont les cabinets par rapport à leurs clients. Si je regarde déjà sur la partie expert comptable, si on regarde les tout premiers sujets, ceux qui arrivent vraiment avec plus de 80 ou aux alentours de 80%, on est sur une meilleure traçabilité et une mise en conformité des factures, la sécurisation des données, voilà, la diminution du risque d'erreur et les gains de productivité. Donc, ce qui arrive vraiment en top des réponses, c'est des choses très liées à la conformité, à la mise en conformité, la conformité des factures, conformité avec la réglementation, diminution du risque d'erreur. Et ensuite, on a, dans un deuxième temps, des choses qui sont plus sur des opportunités ou du développement liées à de nouvelles missions. Ça arrive un petit peu en dessous, mais avec des taux quand même qui sont quand même très, très élevés, on est autour de 70%. Oui. À la question, une optimisation du pilotage de l'activité et du suivi des résultats. Donc, l'expert comptable à 70% est pour cette affirmation, alors que c'est marrant, le chef d'entreprise, c'est 42%. Exactement. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, eux, on a quelque chose qui est un peu plus net. On a quelque chose qui arrive très, très haut, qui est la traçabilité des factures et la conformité des factures. Donc, ils font le lien, a priori, entre facture électronique et conformité de la facture. Et par contre, tout ce qui est opportunité de faire d'autres choses, de gagner du temps, de mieux piloter son entreprise, il y a une sorte de décrochage parce qu'on est dans des taux qui sont aux alentours de 40%, là, par contre. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que c'est peut-être un petit échec, nous, experts comptables, de communication vis-à-vis de nos clients, ou peut-être qu'on présente la facture électronique comme une contrainte. Avec des histoires, faudra changer de logiciel de vente ou vous faites vos ventes sur Word, Excel et maintenant, faut prendre un logiciel et sans kikine le chef d'entreprise de la TPE qui a autre chose à faire puisqu'évidemment il est sur le terrain et on le présente pas comme un pilotage en temps réel parce que à terme, ça va être du pilotage en temps réel de l'entreprise et ça, c'est une révolution dans la vie du chef d'entreprise. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est ce qui ressort de là, c'est que tous ces aspects développement, pilotage, a priori, ils n'ont pas été transmis au chef d'entreprise. Donc peut-être pour être un peu plus efficace sur ce qu'on parle facture électronique avec nos clients, on peut peut-être leur présenter une vision de pilotage facilité à terme plutôt qu'une contrainte d'outils. Et d'ailleurs, dans le rapport original sur la facture électronique, il y avait des avantages pour les entreprises. Donc, il y avait la réduction des délais de paiement, la sécurisation des relations commerciales, la diminution du coût de traitement tout simplement des factures. Donc, oui, il y a des arguments à faire valoir. Le chiffre qui est peut-être le plus inquiétant, c'est celui de la dernière ligne, où on voit que 22% des entreprises ne voient aucun avantage à la facture électronique. Mais est-ce que toutes ces entreprises ont un expert comptable? On ne sait pas. Parce qu'à mon avis, les 22%, c'est celles qui n'ont pas d'expert comptable. Oui, on va dire ça. Je ne vais pas prononcer. Mais effectivement, oui, il y a un travail de pédagogie en fait, à faire auprès de certaines entreprises. Si je poursuis, en fait, une autre question qui illustre encore cette asymétrie d'information peut-être entre entreprises et cabinets,
c'est le processus de mise en place de la facture électronique pour les clients. Est-ce qu'il est clair ou pas? Et là aussi, on a posé la question, enfin je dis on, c'est pas moi, mais les sondeurs ont posé la question aux experts comptables et aux entreprises. Et on voit qu'il y a un gros décalage entre les experts comptables qui trouvent à près de 70% que le processus de mise en place de la facturation électronique n'est pas clair pour les entreprises, et les entreprises qui ne sont que 36% à ne trouver que le processus de mise en place n'est pas clair pour elles-mêmes. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qui a raison dans cette histoire? Est-ce que les experts comptables sont trop inquiets pour leurs clients? Est-ce qu'ils ont une vision trop pessimiste de la mise en place de la facture électronique? Ou est-ce qu'au contraire, les entreprises sont trop optimistes et n'ont pas bien compris les enjeux de la facture électronique? Moi, je pense que peut-être que enfin, dans la TPE, c'est l'expert comptable qui va être en première ligne. Et il a compris la complexité en fait technique du process. Et c'est vrai qu'il y aura on va y arriver, mais il y a une complexité technique et en fait il a les mains dans le cambouis. Le chef d'entreprise avec du recul, et d'ailleurs c'est pas du tout son job d'avoir les mains dans le cambouis dans ce process-là, puisque le chef d'entreprise de la TPE-PME de toute manière délègue tout à l'expert comptable. Donc, je pense qu'il a une vision un peu moins intéressée et à 36%, ça ne semble pas complexe parce que c'est pas lui qui va le faire. Ce serait plutôt encourageant de se dire de toute façon, mon expert comptable va le Oui, gérer, donc j'ai pas à m'en soucier. oui, oui, c'est ma vision. Mais peut-être qu'à chaque fois, je vois trop le verre à moitié plein. Donc voilà, si on résume un petit peu voilà, il y a beaucoup d'autres chiffres, hein. Enfin, vous pouvez, si vous remontez à la source originale, le baromètre a été publié. Vous trouverez aussi beaucoup d'infos dans les actes du congrès. Mais en résumé, ce qu'on peut dire, c'est ce que vous avez là. Les cabinets ont une vision globalement positive de la réforme de la facture électronique. D'abord pour des questions de conformité, de simplification des process, mais aussi à des taux très élevés de développement de leur mission. L'annonce du report, évidemment, il y a un risque d'arrêt brutal. Ça, c'est le risque que tout le monde se dise, ben, on reporte aussi les travaux de transformation. Tout l'enjeu de cette saison, c'est justement d'expliquer qu'il ne faut pas s'arrêter là. Mais on voit quand même dans le sondage que ce n'est pas le cas. Enfin, il n'y a pas une majorité des consoeurs et confrères qui se disent qu'ils vont arrêter leur transformation. Donc, ce qui est important, n'hésite pas à me couper, hein, je déroule les slides. Non, bon. Non, non, vas-y. Non, parce que là, tu vas nous parler de l'Australie et je suis super intéressée par l'Australie. Alors, ben voilà. Donc justement, le risque, on dit, c'est d'arrêter dans cette dynamique en se disant, bon, de toute façon, la facturation électronique, tu l'as dit, on a pris plus ou moins 2 ans là tout de suite. Donc 2026, on a un peu de temps. On peut continuer comme avant et on verra en 2024 ou 2025. Alors, est-ce que ça serait un bon choix? Non, évidemment, c'est ce qu'on va répéter tout au long de cette saison. Mais il y a même un exemple, ou plutôt un contre-exemple, qui montre que ce n'est pas une bonne idée de faire comme ça. Ça a été évoqué dans le détail par Stéphane Reynaud lors du congrès, il en a parlé. C'est l'exemple de l'Australie. Ça aussi, vous pouvez le retrouver dans des actes du congrès. C'est ce qu'il appelle le scénario du je ne fais rien. Et l'Australie s'est retrouvée dans la situation qu'on connaît un petit peu actuellement, avec des reports successifs de calendrier, et donc une obligation qui n'arrêtait pas de se repousser. Et donc face à ce report, ce multiple report de la facturation électronique et du calendrier obligatoire, la profession a pris un certain retard aussi dans la transformation, dans sa propre transformation numérique. Et ce qui s'est passé, c'est que la profession n'était pas seule en fait face aux entreprises, et que d'autres acteurs, notamment acteurs financiers ou acteurs technologiques, eux, ont continué la transformation des entreprises et d'une certaine manière ont récupéré des parts de marché en se plaçant entre les experts comptables et les entreprises, en offrant des logiciels de facturation, en offrant des solutions de digitalisation qui s'adressaient directement aux entreprises. Et l'impact n'a pas été neutre, puisque le chiffre qui était évoqué, c'est que sur les 8 dernières années, on estime la perte de revenus des cabinets d'expertise comptable australiens entre 30 et 38%. Donc, le résumé de ce contre-exemple, c'est de dire si on ne fait rien, le risque, c'est de laisser la place à d'autres acteurs technologiques ou financiers qui vont capter une partie de la valeur. Concrètement, des banques, des néobanques. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'on n'est pas dans l'abstrait quand on dit il ne faut pas s'arrêter. Il y a un cas précis qui montre que vraiment il ne faut pas le faire. Mais en fait, je pense qu'on n'a même pas le choix. On est obligé de continuer l'automatisation. Lorsqu'on n'arrive pas à recruter des collaborateurs, il faut bien continuer cette automatisation pour avoir des gains de productivité et à minima, même si on n'a pas une stratégie expansionniste d'augmentation du chiffre d'affaires, en revanche, si on a des clients qui, eux, ont de la croissance, un client en croissance, donc c'est plus de temps, plus de boulot. Quand on ne peut pas recruter,
à un moment donné, on va chercher ailleurs ses gains. Lorsque on nous taxe de métiers non attractifs parce qu'il y a certaines tâches de base qui ne sont pas marrantes. Et moi, je me souviens très bien, quand j'ai commencé expert comptable stagiaire, je passais ma vie à faire de la saisie. Je m'étais dit, bon, bac plus 7 pour faire de la saisie, c'est quand même intellectuellement un peu frustrant. On est tous passés par là. Si on pouvait avoir beaucoup moins de tâches comme ça, répétitives, c'est beaucoup mieux pour accueillir les jeunes étudiants du marché du travail. Donc, l'automatisation, voilà, c'est maintenant et c'est dans l'air du temps. C'est évidemment dans l'air du temps. Alors après, on se pose beaucoup de questions de dépendance à un outil, de dépendance à un éditeur, de dépendance. Mais enfin, alors je suis peut-être un peu résignée, mais moi, je suis très dépendante de l'iPhone. D'autres du Samsung. Donc, on est dans un environnement numérique où j'ai l'impression qu'en fait, la dépendance est peut-être l'état de fait. On est tous, je pense, dépendants de Google. Depuis quelques mois, presque un an, voilà, on va être dépendant de ChatGPT jusqu'au jour où il y aura de nouveaux de nouvelles licornes pour nous apporter de nouveaux services, mais à un moment donné, on est dépendant et c'est pas une spécificité de la profession à un moment donné d'être dépendant d'un éditeur. Et il y a 30 ans, on était soit Cegid, soit Sedge et on était aussi dépendant. Oui, donc oui, effectivement, l'attractivité, c'est une autre raison de se transformer tout de suite sans attendre, indépendamment de tout le reste et de tous ces enjeux de marché. Il y a quelques questions là qui sont tombées quand tu as évoqué le calendrier de la facture électronique, donc qui porte sur le calendrier. Est-ce que Bruno Le Maire parlait de 2026 ou 2027? Est-ce qu'il y a plus de seuil d'entreprise pour l'entrée en vigueur? Bon, on peut dire qu'on ne sait pas forcément tout ça. Enfin, 2026 ou Exactement. 2027, oui, Comme mais genre, j'ai peut-être pas été très délicate pour Bruno Le Maire en vous donnant deux, trois de ce qui s'est passé en coulisses, deux, trois détails des coulisses, mais c'est sorti un peu comme ça. Et vraiment, le détail, je pense qu'on l'aura dans le projet de loi de finances rectificatif là, qui devrait arriver incessamment sous peu. Parce que là, dans le détail, je ne sais pas, c'est 1er janvier 2026 ou 27. En tous les cas, tout ce que je sais, c'est que Bruno Le Maire a dit droit dans les yeux, je ne sais pas si vous qui êtes en ligne ou vous dans la salle été au Congrès, mais il a dit droit à certainement son chef de cabinet ou son conseiller technique, le ministre décide, l'administration exécute. Et là, il y avait pas de, enfin, ça portait pas à commentaire du tout. Alors peut-être que l'administration va faire le malin en expliquant que c'est pas le 1er janvier 2026 mais le 31 décembre. Il est vrai qu'il faut que la PPF soit prête. Et c'est surtout ça. Et c'est un problème en fait de technologie qui n'était pas du tout prête, comme le guichet unique. Enfin, j'ai eu la chance, mais j'arrête de parler, je vais laisser la parole, de recevoir les directeurs du guichet de l'INPI qui gère le guichet unique encore il y a 3 semaines ici dans ces locaux et après je les avais vus au Conseil national, mais la plupart du temps c'est tout va bien Madame la Marquise et je pense que c'est ce qui arrive aux oreilles du ministre et là je pense peut-être qu'il se dit qu'il en a marre qu'on le balade, mais j'en sais rien, je suis pas du tout dans sa vie privée. Voilà, on va parler concret parce que je pense que vous êtes là pour ça et concrètement parlant dans les cabinets, comment on fait? voilà, exactement. Super transition avec la partie d'après. Donc, on a dit l'idée, c'est d'expliquer pourquoi il faut malgré tout aller sur l'automatisation, ne pas se fixer sur le calendrier de la facture électronique pour faire ses choix et monter sa stratégie. Et ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, pour ouvrir cette troisième saison, c'est recueillir le témoignage de 2 experts comptables qui ont leur propre cabinet et qui se sont posés toutes ces questions et d'aborder donc ces différents sujets avec eux. Pourquoi automatiser malgré tout? Donc, on essaiera de comprendre pourquoi ils ont décidé d'y aller. Comment est-ce qu'ils ont découpé les tâches? Alors là-dessus, un petit rappel, le découpage des tâches, c'est une notion qu'on avait beaucoup abordée, dans les 2 premières saisons, notamment avec, Ludovic, qui avait expliqué, c'est ce que tu as évoqué aussi, que la réflexion doit se faire en termes de tâches et pas forcément de métier. Donc je vous invite, si jamais vous n'avez pas cette notion dans le détail, à regarder les replays des saisons précédentes. On verra aussi la question des collaborateurs et la question des clients. Alors évidemment, c'est un sujet très, très vaste.
Mais l'idée, là, voilà, c'est d'avoir un témoignage pratique pour voir les questions, les difficultés, les joies et les tristesses que vous avez pu rencontrer dans la transformation numérique de vos cabinets. Je vais vous laisser un micro, peut-être. Alors, Virginie, tu restes avec nous quand même, oui. Ok. Avec plaisir, c'est juste. On a peut-être un micro de plus ou pas? Ou on fait passer. Ouais, si on en a un, ça peut être pas mal. Ouais. Merci. Donc, je vais peut-être vous présenter Élodie Cassard. Bonjour à toutes et tous. J'espère que c'est bon, le micro est ouvert. Et Denis Barbarossa. Bonjour. Qui vont. Écoutez, ce que je vous propose pour démarrer tout ça, c'est de vous poser la première question. Sentez-vous libre de réagir au fur et à mesure. Est-ce que, Élodie, déjà, tu peux commencer par nous expliquer une toute petite présentation de ton cabinet, qu'on le situe dans le paysage de l'expertise comptable, et pourquoi tu as décidé d'automatiser les processus de ce cabinet? Alors, on est un cabinet qui est situé à La Défense, en général entre 8 et 10 collaborateurs. On ne fait que l'expertise comptable, pas du tout de commissariat aux comptes. On a quelques spécialités particulières. On ne traite pas ou très très peu de commerçants. On a pas mal d'immobilier et on fait aussi la fiscalité des personnes physiques, donc tout ce qui est IR et IFI. Dans le choix de la création, alors moi j'ai créé, donc je reviens à ça parce que c'est en lien avec l'automatisation. J'ai créé Ex Nihilo il y a presque 10 ans maintenant. Et en fait, mon choix de la création Ex Nihilo, c'était notamment par rapport aux outils. En fait, j'avais pas envie de racheter un cabinet à ce moment-là parce que je voulais déjà mettre en place des outils particuliers de digitalisation, d'automatisation. Et donc ça, voilà, la création Ex Nihilo me semblait plus simple pour commencer avec ces outils qu'on a mis en place. Alors, l'automatisation, c'est très, très vrai au cabinet. Chez nous, on est pratiquement entièrement automatisé. Aujourd'hui, nos archives, par exemple, papier, ça représente une armoire et il y a 5 ans d'archives dedans. Donc, on a essayé d'automatiser le plus possible nos process depuis le début. Et dans la genèse du cabinet, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre un nouvel outil tous les ans. Et on fait vraiment le choix de ne pas en intégrer plusieurs, mais d'en intégrer qu'un qu'on va aller paramétrer jusqu'au bout. Parce que pour moi, la vraie problématique de l'automatisation et du choix des outils, c'est qu'on ne peut pas le mettre en place du jour au lendemain. Ça demande du temps, ça demande du paramétrage, ça demande des évolutions. Et donc, on a vraiment une stratégie spécifique par rapport à ça. Donc déjà, quand tu parles d'automatisation, là, tu n'as pas du tout parlé de facture électronique, parce que pour toi, c'est deux sujets décorrélés. Tu as choisi d'automatiser indépendamment, puisque c'était il y a 9 ans, indépendamment des questions de facture électronique. Alors, oui, si on a une question. On a une question dans la salle. Simplement pour dire que je n'ai pas l'impression qu'on nous parle d'automatisation, là. On nous parle de numérisation. Moi, j'aurais bien aimé qu'on nous explique ce que c'est que l'automatisation. Ouais, okay. On en parle depuis 3/4 d'heure, là, je ne sais pas combien de temps, mais juste pour vous taquiner. Mais non, c'est pour rigoler. Mais là, je pense que c'est la numérisation. Quand on nous dit qu'on a besoin que d'une seule armoire pour 5 ans d'archivage, ça veut dire qu'on a numérisé. Ouais. Mais alors, ça veut dire quoi, automatiser? Quelle différence entre numérisation et automatisation? C'est ça. Je ne sais pas, voilà. C'est vous qui parlez d'automatiser depuis tout à l'heure. Non, mais votre question, c'est quelle est la différence entre numérisation et automatisation? Quand tu nous expliques ce que tu as fait, je pense que c'est un exemple, mais pour moi, c'est de la numérisation, c'est pas l'automatisation. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Donc, on va clarifier ce truc-là. En plus, je pense que l'automatisation, c'est ce que tu dis, Virginie, c'est vraiment une approche par tâche. Tandis que là, on est plus une approche par outil. Je ne sais pas. Alors, je n'ai pas fini de présenter, mais pas de problème. On va l'écouter jusqu'au bout. Non, mais bien sûr. Non, mais je pense que tu vas le clarifier. Non, sur la différence automatisation et numérisation. Oui. Tu veux que je dise? Non, je pense que tu veux. Différence entre numérisation et automatisation, je pense que les deux sont liés et on va le voir, je pense, dans le reste de la présentation. C'est-à-dire que le fait de démarrer avec des flux, mais je ne vais pas parler à ta place. Le fait de démarrer avec des flux numérisés d'emblée, comme ça a été le choix d'Élodie, lui a permis après d'automatiser. C'est-à-dire qu'automatiser avec des factures papier, ça me paraît beaucoup plus compliqué que automatiser de la saisie avec des flux qui sont numériques. Donc je pense que le choix de la numérisation, c'est un préalable à l'automatisation. Si je peux me permettre, la numérisation fait partie de l'automatisation. Et concrètement parlant, en fait, il y a plusieurs cycles dans le découpage de notre activité pour passer de la collecte de l'information au bilan. Si on parle de ça. Donc, il y a la captation du relevé de banque, qui n'est pas forcément de la numérisation, parce que pour moi, numériser, c'est scanner avec un OCR, mais on peut le prendre via EBIX, donc on l'a automatisé. Il y a l'automatisation liée aux ventes,
il y a 8-10 ans, moi, j'ai interdit au cabinet de saisir des factures de vente. Donc, on se matchait avec le logiciel du client où on intégrait un tableau Excel. Et puis après, il y a les achats, il y a les OD de paye, etc. Et si on prend tous les process, donc on numérise ou on numérise ou on capte la donnée via EBIX, on se retrouve dans une numérisation excessive et un zéro papier. Dans la partie de l'automatisation, on est d'accord, c'est ce qu'évoque Elodie, c'est que sans la phase 1, qui est l'aspect numérisation, enfin, la collecte de la data, ou de la donnée, quelle qu'elle soit, on a du mal à automatiser. Le principe numéro 1, c'est l'acquisition, ce que tu évoques en fait. Le principe numéro 2, dans notre métier, c'est le traitement de la donnée. Donc ce traitement, il est soit manuel, on saisit à la main, soit un document PDF qu'on a récupéré sur son écran. Ça, c'est la version numérisée basique. Soit on l'intègre dans un outil qui permet l'automatisation, ce que tu n'es pas encore arrivé jusque-là dans la vie de ton cabinet, enfin dans l'explication de ton cabinet, mais je pense que c'est l'étape que tu voulais nous évoquer. Et après, la phase de restitution, qui est de se dire, une fois qu'on a effectivement enfin traité la donnée, automatisée ou manuellement, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la restitue à notre client. Donc, il y a ces 3 phases qui sont importantes. La phase 1, c'est la phase de collecte. Sans données numériques, on a du mal à automatiser. C'est qu'en fait, on ne peut pas automatiser un processus sans data. Donc, du coup, la vraie question, c'est comment tu as automatisé, en fait, après la numérisation. Ben voilà, j'ai commencé par la numérisation avec moi, une plateforme. Est-ce qu'on a répondu à votre interrogation ou pas? Maintenant, c'est défini, c'est clair, c'est ce que vous pensiez? Enfin, c'est ce que tu pensais? D'accord, ok. Donc évidemment, il faut l'avoir, hein, cette vision du process. Et j'imagine, Elodie, que quand tu dis, moi, je me suis installée à Xnilo, ben, comme ça, je fais comme je veux. En fait, tu t'es dit, je vais économiser la transformation, donc ce qu'on explique depuis 3 ans, qui est transformer les collaborateurs, parce que le collaborateur qui était au chaud à avoir sa facture et à la saisir, c'est compliqué de le faire. De lui proposer un outil et qu'il l'accepte, qu'il s'en serve jusqu'au bout et qu'il y aille. Moi, je fais très Higgins aujourd'hui, mais il y a 20 ans, j'ai acheté Scan Bank dans mon cabinet. Moi aussi, mon cabinet, il fait 11 personnes, c'est comme Elodie. J'ai acheté Scan Bank et donc, vous savez, c'était le truc de Sedge pour capter les relevés de banque. Hein. J'ai mis, au bout de 10 ans, je crois que j'avais 2 dossiers sur Scan Bank. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, bah maintenant, c'est obligatoire. J'ai fait un peu la méchante. Et bon, tout. Bon, bref, c'est le sujet de ces ateliers de la transformation où on propose de nouvelles méthodes de travail et de nouvelles façons de voir les choses. Donc, Elodie, tu te dis, je rachète pas de cabinet, comme ça, et tu intègres un outil par an. Moi, j'avais envie de te demander à un moment donné si tu veux nous dire tes outils, mais c'est peut-être pour après. Comme tu veux, je peux répondre aussi. Alors, effectivement, on a travaillé sur d'abord la collecte des informations. Donc, on a mis en place une plateforme de communication. Ça a été le premier outil qu'on a pris, qui nous permet à la fois de collecter les informations et de les restituer. En fait, c'est aussi l'avantage de cette plateforme. Derrière, on a pris une ossarisation des factures d'achat. Donc là, on a été d'abord sur les factures d'achat. Donc là, on a pris Use chez nous. L'autre spécificité du cabinet, c'est que c'est pas moi qui choisis les outils de manière intrinsèque, c'est plutôt les collaborateurs. Donc en fait, moi, je reviens du congrès ou des universités d'été avec des propositions en fonction de ce qu'on a défini comme besoin avant d'y aller. Je leur fais une proposition de 3 outils, c'est eux qui vont tester et qui vont choisir l'outil. Et après, on fait une petite réunion où on parle à la fois des problématiques techniques et puis des enjeux financiers et on se met d'accord sur l'outil qui va être utilisé. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que l'idée, c'est pour moi que les collaborateurs ils soient embarqués aussi dans les outils qu'on met en place et que pour le coup, ce soit leur choix parce que c'est d'abord eux qui vont l'utiliser. Moi, ça fait un petit moment que je fais plus ou très très peu de production. Donc après, on a installé Use pour la facture, pour l'autorisation des factures d'achat. Derrière, une fois que ça s'était bien en place, paramétré, on a mis Transfert Banque pour tout ce qui est récupération des données bancaires. Donc ça, on l'a presque fait en même temps, en fait, les deux. Donc pareil, on a beaucoup travaillé sur les paramétrages par rapport à ça. Derrière, on a travaillé sur l'intégration des ventes cette fois. Donc on a une partie qui est passée sur Use également. Et puis on a une autre partie, on a travaillé sur les fichiers Excel en intégration automatique. Après, on a travaillé sur la restitution aussi. Donc là, c'est un des derniers qu'on a utilisé, c'est Secha
pour la restitution, donc pour les mails récap. Donc, il fait des jolis récapitulatifs des pièces manquantes. Les clients l'adorent, cet outil. Et on va jusqu'à la restitution où, pour le coup, il nous fait des petits indicateurs presque flash. Voilà. En parallèle, on a aussi proposé à nos clients, pour le coup, un logiciel de facturation. Donc là, une solution pour tous ceux qui faisaient encore leur facture en PDF, Word, Excel. Donc là, on leur a proposé un outil et on les a formés et on les a accompagnés sur les premières factures pour qu'ils utilisent l'outil. Donc, on a essayé de dépasser le fait qu'on leur proposait un outil et qu'ils n'allaient jamais le faire. Donc là, on les a vraiment un peu tenus par la main pour y aller. Et le dernier, par exemple, on a fait sa première facture ensemble il y a une semaine. Voilà. Et puis en parallèle, on a tout un tas de petits outils. On a JeSigne Expert, on a mis en place la signature électronique, notamment pour les lettres de mission, par exemple, etc. Voilà. On a JuryAct pour le juridique, bien évidemment, parce qu'on fait aussi, on a essayé d'automatiser un peu la partie juridique également. Ok, très bien. Donc ça nous fait un peu la cartographie des flux que tu as faite. Tu as traité un par un les Alors, je l'ai vraiment fait tâche par tâche. Voilà. Et pareil, on a fait les payes avec Silae et on intègre directement les données de Silae, pareil. Mais ça, c'est un grand classique, j'allais dire. Okay. Donc après, on va rentrer effectivement dans les tâches et dans l'impact sur les collaborateurs, sur les métiers, etc. Mais là, déjà, ça pose le sujet. Denis, est-ce que toi, tu peux nous expliquer déjà le contexte de ton cabinet et pareil, pourquoi tu as décidé d'automatiser? Oui, alors moi, le contexte est un peu similaire en fait à Elodie. J'ai créé en 2007, ça fait un peu plus longtemps. Et dans le même esprit qu'Elodie, je ne voulais pas trop saisir, donc on a numérisé pour essayer d'automatiser au maximum et me libérer en fait de la contrainte géographique, puisque j'étais quand même pas mal en déplacement, assez investi dans la profession assez tôt. Et donc du coup, on a effectivement pris ce process de digitaliser au maximum la donnée de nos clients pour nous permettre d'être complètement en fait autonomes déjà sur cet aspect-là et avoir effectivement une donnée numérique nous permettant de faciliter le traitement automatisé de la donnée. Donc depuis 2010-2012, on est sur les solutions d'OCR corrigé et de lecture automatique de documents qui permettent de générer les écritures automatiquement de notre outil de production comptable, outil qu'on a souhaité ouvert pour nous permettre effectivement d'agréger différents flux et de construire notre solution à nous et de ne pas avoir une solution trop intégrée pour nous sentir libres de changer une brique en fonction des aléas qu'on pouvait rencontrer effectivement au congrès ou ailleurs et de rester ouvert aux différentes solutions du marché. L'année dernière, on s'est rapproché d'un groupe un peu plus structuré. Donc moi, aujourd'hui, je suis associé en charge du digital de ce groupe, notamment, et qui est un groupe lyonnais également implanté à Paris. Et donc, dans cet esprit, l'ambition était de faire en sorte de converger un petit peu nos différentes solutions. Donc aujourd'hui, on est sur 2 solutions de production, Full et Cegid, avec une grande question de se dire qu'est-ce qui est mieux entre un univers plutôt Cegid très intégré, compliqué en fait de rajouter la brique que l'on souhaite, et une solution qu'on a avec Full, plutôt à Paris, qui est une solution plutôt ouverte. Et donc, on a pu tester différentes solutions pour reprendre un petit peu le point d'Elodie. On est sur une solution parisienne qui est plutôt sur Edocus aujourd'hui, où on a un entonnoir à données qui est vraiment assez ouvert en termes de flux, aussi bien papier que numérique, que FactureX aujourd'hui. Et le groupe a testé aussi Cash Manager et Conciliator, et finalement, on s'est dit que le mieux aujourd'hui, et en termes de coût, et en termes de rendu, était de converger vers notre solution Edocus, qui est quand même plutôt ouverte, malgré quelques difficultés aujourd'hui à pouvoir intégrer facilement la donnée dans Cegid, qui reste un outil assez fermé à ces solutions métiers. En tout cas, l'objectif toujours numéro 1 est de se dire qu'effectivement, par rapport à l'attractivité que tu évoquais, on se rend compte que recruter est de plus en plus compliqué, de plus en plus coûteux aussi, et que proposer un Bac+3, Bac+5, de venir faire moins de scribe, ressaisir soit une donnée bancaire, soit une donnée documentaire, avait assez peu de valeur. Donc, depuis toujours, effectivement, l'ambition était d'automatiser au maximum cet aspect de saisie pour avoir les collaborateurs plus libres en termes de temps disponible auprès de nos clients, pour aller chercher soit de nouvelles missions, soit plus de proximité. On fait un métier comme dans la banque où on se rend compte que soit on est sur une stratégie très automatisée et très distancielle, soit on fait un métier de proximité, moi c'est ma conviction, et que pour se différencier, aujourd'hui on est quand même sur le marché, on a des solutions de compte en ligne assez compétitives et performantes, ce qui fait que soit on se démarque parce qu'on est présent aux côtés de nos clients, soit on est sur des acteurs, soit on veut se retrouver en concurrence avec des acteurs qui font plutôt du low cost et qui sont assez performants, notamment sur l'aspect de découpage de tâches, et on n'a pas à notre taille la capacité encore d'être compétitif, et ce n'est pas notre volonté non plus en fait. Donc une fois qu'on a fait ce choix de la proximité, il faut qu'on ait les bons outils pour nous permettre de rester compétitif tout en étant quand même pertinent sur la donnée, et donc c'est un chamboulement assez fort chez nos collaborateurs.
Si tu permets, Julien, je voulais rebondir sur les bons outils. J'ai fait exprès de demander quels sont les outils parce que je trouve c'est intéressant. Quoi qu'il en soit, on n'est pas du tout en train de faire de la pub pour des outils parce qu'après, je vais me faire taper sur les doigts. La solution Edocus dont parle Denis, il en est le papa. Donc, je ne voudrais pas que vous imaginiez qu'on lui donne la parole pour qu'il fasse la promotion de son outil. Quoi qu'il en soit, tu as parlé de bons outils, mais là, je suis désolée. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'il n'existe pas de bons outils. Il existe l'outil adapté au client et c'est toute la difficulté, à mon avis, aujourd'hui des cabinets d'expertise comptable généralistes où peut-être qu'il faudra avoir 4-5 outils dans la même tâche de captation de la donnée pour s'adapter à 4-5 clients différents. Et surtout en matière de restitution. Un tableau de bord avec le chiffre d'affaires et l'état de la trésor, à mon sens, il sert à rien parce que le client, il clique sur son iPhone ou son Samsung, il a son application, il sait le niveau de sa trésor et mais il sait pas, par exemple, le niveau de ses clients. Mais souvent, ces tableaux de bord proposent pas l'encours client parce que souvent, c'est des données de trésorerie. Donc, quoi qu'il en soit, on fait aucune pub pour aucun outil. Il y a un outil de captation de données qui est bien aussi, qui n'a pas été cité, qui est Dex, donc je vais le dire. Il y en a plein d'autres. Et si j'ai bien compris, si on reprend notre feuille de route, qui est en fait comment embarquer les collaborateurs et comment embarquer les clients. En fait, c'est pourquoi automatiser? Je pense qu'on est tous convaincus, non, sinon vous ne seriez pas inscrits à ce webinaire. Comment découper les tâches? Je pense que achat, vente, banque, social, ça n'a rien de révolutionnaire. Je pense que n'importe quel cabinet l'a fait. Après, comment embarquer les collaborateurs et comment embarquer les clients? C'est ça toute la problématique, avec parfois des turnovers en 4 ans, donc parfois de collabs qui restent 3-4 ans. Je ne sais pas, Élodie, si c'est combien vous mettez de temps dans ton cabinet et toi, Denis, pour vous approprier réellement un outil. C'est quoi? C'est 1 an, 2 ans Nous, on essaie de se dire qu'effectivement, 6-12 mois maximum, on arrive à se l'approprier. Et la vraie question, c'est le déploiement, en fait. Et on se rend trop compte. Voilà. C'est surtout ça, en fait. Le déploiement est le plus complexe, en fait, en termes de collaborateurs et de clients, parce que très souvent, j'avais encore un débat hier soir avec mes associés, on se rend compte que on teste un outil, on est content, on en met 10, 15 dessus, et puis on s'arrête. Le point suivant, c'est-à-dire comment on déploie. Et la question du déploiement, elle est double. C'est de se dire qu'on a un sujet de collaborateurs. Et après, on a aussi une question de se dire, est-ce qu'on découpe, et c'est plutôt la question de l'embarquement des clients, est-ce qu'on découpe la clientèle par taille pour se dire qu'on n'a pas forcément les mêmes outils partout? Et la conviction, moi, que j'ai aujourd'hui, mais enfin, c'est un bon débat au sein de la profession, c'est de se dire que l'outil parfait, le bon outil, comme tu l'évoquais, n'existe à mon avis pas. Et donc, on arrive aujourd'hui à la conclusion qu'en fonction de notre typologie de clients, c'était déjà le cas chez nous, sur la partie que j'ai fondée avec mon associé, on était une petite dizaine, on avait la conviction qu'il nous fallait déjà 2 outils aujourd'hui en fonction de la taille de nos clients. Et qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir un outil qui fasse tout, parce que l'outil soit intégré, soit même écosystème créé, de toute façon faisait qu'on n'arrivait pas, en fonction de la typologie de nos clients, à forcément les faire tous rentrer dans le même moule, et que ce qui pouvait tenir il y a 20 ans, parce qu'on avait les meilleures marges et les clients qui étaient assez obéissants, si j'ose dire, à ce qu'on leur proposait, ou en tout cas assez indulgents en termes d'honoraires, aujourd'hui n'est plus valable, parce on est en compétition permanente et que les marges de nos clients sont plus les mêmes non plus aujourd'hui qu'elles étaient il y a 20 ans, et que si on veut rester pertinent et surtout donc économiquement viable, il nous faut 2 solutions à minima en fonction de nos clients. Donc la vraie question pour moi, c'est l'embarquement effectivement des clients qui prend quasiment 12 mois une fois qu'on est décidé et qu'il faut les migrer. Et donc, il faut accompagner la migration, qui est un point, je pense, sur lequel on va pouvoir revenir, Julien, qui n'est pas complètement simple non plus dans un cabinet, de se dire comment on déploie derrière une solution auprès de nos clients et comment on les accompagne. Et Elodie qui évoquait le fait que tu avais passé un peu de temps avec ton client la semaine dernière sur la première facture, et c'est effectivement assez important d'embarquer les clients. Et c'est ça quasiment le plus compliqué, c'est qu'embarquer les collaborateurs en 6-12 mois, une fois qu'on a fait une phase de test et qu'ils sont convaincus, globalement, on peut déployer. La vraie question, c'est comment on accompagne le mouvement chez nos clients. Et on se rend compte que c'est le plus complexe aujourd'hui pour passer d'une phase de test à une phase de déploiement massif, quoi. Et la phase de test, lorsque on a le collab qui finalement nous donne sa démission, qu'on est un petit cabinet et qu'on repart à zéro. Après, il faut le déployer avec le client. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué. Comment tu as fait, Elodie? Alors nous, tes collabs ont peut-être l'interdiction de démissionner? Alors, j'aimerais bien qu'ils aient l'interdiction de démissionner, mais quoique parfois, on est content quand ils démissionnent aussi, il faut être honnête. Ça peut arriver aussi. Voilà. Non, alors nous, on est organisé de manière un peu différente, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas affecté de dossier
la plupart des dossiers ne sont pas affectés à un collaborateur. On fonctionne plutôt en mode projet par rapport à ça. Donc, j'ai des collaborateurs qui peuvent travailler sur des dossiers un mois et pas forcément le mois suivant. On est plutôt en termes de niveau des dossiers pour permettre une montée en compétences des collaborateurs et puis aussi en fonction de leur disponibilité. Donc ça veut dire que ça nous évite un premier problème. Donc si jamais j'ai un collaborateur qui démissionne demain, ce n'est pas vraiment lui la variable d'ajustement par rapport au déploiement chez le client. En termes de déploiement de chez client, nous, on a choisi, c'est vrai qu'on a la chance d'être agile et c'est aussi pour ça que j'ai créé Estnilo, c'est de pouvoir proposer un accompagnement aux clients justement par rapport au déploiement des différents outils. Ils ont des sensibilités plus ou moins fortes, donc en fait, j'ai commencé par segmenter mon portefeuille de clients en fonction de ceux qui avaient de l'appétence, pas d'appétence du tout, en fonction de la taille, en fonction du volume aussi. Et puis, j'ai commencé à mettre en place, par exemple, si on prend un exemple concret que la plateforme de communication pour le dépôt des factures, par exemple, j'ai commencé à le mettre en place avec une dizaine de clients. Et une fois que j'avais déployé chez eux, je suis passée à l'étape d'après, etc. Et donc, en fonction de ma segmentation client, j'ai proposé un accompagnement qui était un peu différent. Et j'ai bien évidemment commencé par les clients pour lesquels c'était plus facile. Après, il faut être honnête, hein, le Covid nous a beaucoup aidés sur cette partie-là. Donc, ça a été un vrai accélérateur par rapport à ça. Et donc, les derniers clients que j'avais du mal à aller passer là-dessus, finalement, ils se sont dit que ce n'était pas si compliqué. Et pour vraiment les derniers récalcitrants, on a fait ensemble les premières fois avant que ça passe. Et puis après, on a aussi proposé un service parce que tous nos clients ne veulent pas finalement, même numériser, qui est la première étape. J'ai des clients qui ne veulent pas y aller parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils n'ont pas envie, parce que ce n'est pas leur job, parce que voilà, bref, ils ne veulent pas y aller. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est un service pour ces clients-là qui est payant. C'est nous qui numérisons, pas de problème. Ils continuent à nous déposer papier, ils nous envoient comme ils veulent, comme ça leur fait plaisir. Mais pour le coup, ils payent le service complémentaire par rapport à ça. Donc, c'est aussi important de se dire que finalement, les clients, on veut absolument les faire rentrer quelque part. Et je pense qu'il faut leur proposer, si on peut être assez agile pour aller leur proposer des services un peu différenciants par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, le besoin. Et finalement, s'ils sont prêts à payer ce service, moi, aujourd'hui, je n'ai pas de clients qui râlent parce qu'ils payent le service de numérisation. Parce que si jamais ils veulent arrêter de payer, ils numérisent. Et nous, on sera très contents de ne plus numériser, en fait. Donc, voilà, c'est aussi ça. Pas essayer forcément de les faire rentrer dans un chemin et leur proposer des choses un peu plus... On peut remercier les compagnies aériennes low cost, où on a compris quand même en l'espace de 15 ans que tout est facturé. Enfin, maintenant, on y choisit sa place, le supplément bagage, le bagage qu'on met dans l'avion, celui qu'on ne met pas dans l'avion, la boisson. En fait, on est rentré dans cette ère-là de la facturation et notre modèle, j'allais dire fourre-tout, qui est du forfait sans à un moment donné prendre le recul et proposer une facturation complémentaire, supplémentaire pour une nouvelle taxe, pour une nouvelle tâche numérisée, pour un conseil. Je pense que là, c'est ce que tu disais, Denis, quand tu dis la attention à la marge et la rentabilité. On est obligé aujourd'hui de rentrer dans ce nouveau monde qui est une facturation en fait à l'acte supplémentaire tel qu'il y a dans les compagnies aériennes. Tout dépend de sa stratégie. Soit on est dans le low cost et certains experts comptables ont cette stratégie-là avec des forfaits de 100 € par mois et la de mer, ils l'ont bien compris. Il y a des confrères qui facturent en fait à la ligne et qui facturent aussi, qui donnent des pénalités en fait lorsqu'ils n'ont pas les données suffisamment à temps. Donc, il y a des modèles low cost à la EasyJet et puis il y a des modèles non low cost de cabinet. Ça, chaque expert comptable fait sa propre stratégie où on a un forfait beaucoup plus large, mais on facture quand même les tâches à valeur ajoutée. Moi, juste le point très, très important dans le déploiement, par exemple, par rapport aux clients, pour que ce soit plus simple pour les équipes, parce que la question, c'était aussi avec les collaborateurs. Quand je vais choisir un outil ou quand on choisit un outil avec les collaborateurs, on fait toujours attention que les liens puissent se faire automatiquement et qu'on n'ait pas besoin de re-remplir les données. Concrètement, par exemple, on ne va pas avoir besoin d'extraire un FEC pour réintégrer le FEC dans un autre outil. En fait, on fait attention qu'on ait les API qui vont bien et que ça fonctionne systématiquement pour éviter le plus de retraitement possible. Parce qu'il ne faut pas oublier que chez nos collaborateurs, souvent, ce qui fait qu'ils n'ont pas envie d'y aller ou qui freinent un peu des 4 pieds, c'est quand ça leur demande un travail complémentaire. Donc moi, je fais toujours très, très attention quand je vais choisir un outil à la stratégie par rapport à ça et donc comment il va s'imbriquer avec les autres. Et je pense que ça, par rapport aux collaborateurs, c'est vraiment une donnée très, très importante. S'ils n'ont pas envie de ressaisir les données, il faut être très clair. Après, je te laisse la parole. Juste pour l'outil de numérisation des factures,
si la facture n'est pas en pièces attachées dans l'outil de production comptable, moi, je trouve que le gain, il est vraiment, vraiment limité. Donc, quand on parle du bon outil, en fait, c'est le bon outil connecté à son outil de production qui permet, quand on ossérise la facture d'achat, qu'elle soit en pièces attachées. Et autre C'est la chose sur révision. Pour faciliter la révision, parce qu'il n'y a pas que la saisie dans la vie, messieurs, ça. dames. Et un autre petit point, c'est que l'application téléphone, moi j'ai remarqué que ça marchait très bien pour les clients qui ont peu de factures. Par exemple, ils font une petite photo de leur facture, ça s'intègre magnifiquement bien. Les collaborateurs sont contents et les clients sont plutôt contents. Ils me trouvent plutôt j'allais dire la page presque, si on leur propose une application téléphone qui leur simplifie la À mon vie. avis, ça fait boumeuse. Ouais, Enfin, c'est un peu raté. Bon, je cherchais le mot, mais je n'ai pas trouvé. Je pense que c'est boumeuse. Mais bon. Juste pour je vais être le pénible des services, je suis désolé, mais juste pour structurer bien ce qu'on se dit, parce qu'on a abordé beaucoup de sujets un peu différents. On a parlé d'embarquer les collaborateurs, on a parlé d'outils, on a parlé de beaucoup de choses. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit sur le premier point, le pourquoi automatiser. Je suis d'accord, si les gens sont là, c'est qu'ils ont envie d'automatiser. Mais dans ce que tu as dit, on voit qu'il y a plusieurs raisons quand même. On n'est pas obligé d'automatiser pour faire plus de proximité, plus de conseils. On peut aussi décider d'automatiser parce qu'on veut avoir une stratégie low cost sur un secteur donné. Et je trouve que c'est pas mal de le rappeler peut-être en amont. Toi, je ne sais pas quelle était ta motivation. Est-ce que tu t'es dit dès le début, je veux être plus proche de mes clients, ou est-ce qu'au contraire, je veux industrialiser et baisser mes coûts? Alors moi, le premier critère, c'est je veux me simplifier la vie en fait. Je veux que ce que je vais choisir, ça reste des outils, et donc ces outils, ils doivent nous simplifier la vie. Moi, c'était vraiment le premier critère. Donc tout ce qui me simplifie pas la vie ou qui simplifie pas la vie avec mes collaborateurs, c'est no way. Enfin, c'est pas possible. Parce que le but de la session, là, c'est d'expliquer pourquoi y aller malgré le report de la facture électronique. Donc là, je vois plein de bonnes raisons. Il y a des raisons de confort de travail, des raisons d'attractivité. Pour moi, le principal point aujourd'hui, c'est que ça reste l'attractivité. C'est que, il me faut encore expliquer à un bac+5 qui vient ressaisir bêtement une donnée qui est déjà disponible. Quand on parle d'un relevé bancaire, on a encore quand même. J'ai fait pas mal de fois le Tour de France dans d'autres circonstances pour aller voir nos confrères. Quand on m'explique aujourd'hui que dans la profession, on a encore quasiment 50% de la profession qui n'était pas en récupération EBIX, alors que c'est hyper simple. Quand on parle de jeu d'éclair, de transfert banque, de SoBank, qui on veut aujourd'hui sur la récupération bancaire, on a quand même plein d'outils pour permettre d'automatiser à minimum un truc assez basique, qui est la banque, qu'on récupère au jour le jour et qui permet d'être informé en temps réel de ce qui se passe chez nos clients. Et quand on voit des cabinets qui n'ont pas encore sauté le pas, il est urgent de commencer par cet aspect assez simple avant de passer à la suite, qui sera malgré tout un peu plus complexe, parce que quand on parle de PPF, de PDP, etc., on a quand même pas mal de sujets à aller voir avec les clients. Si le premier point, qui est la banque et un simple mandat, n'est pas encore géré, ça va être un peu plus complexe quand même pour la suite, quoi. Et si tu permets, Denis, capter la banque, et 2, bien la paramétrer. Et il m'est arrivé dans mon cabinet que, pour me faire plaisir, quand il y a 10 ans, je leur dis, bon, on récupère tous les relevés de banque et que je fais ma méchante. Après, j'avais des comptes d'attente à gogo parce que l'outil n'était pas paramétré. Dans le processus d'automatisation, on prend l'outil, 2, on l'utilise, et puis après, on voit comment il est utilisé et est-ce qu'il est vraiment bien paramétré. Nous, on a moi j'ai un petit truc et astuce. Tous les mois de juillet, par exemple, je demande à mon collaborateur qui a un peu d'appétence pour les outils de faire le tour de tous les dossiers qui ne sont pas intégrés. Et parfois, la dernière fois, je croyais que ça avançait pas assez vite. L'année dernière, c'est moi qui ai intégré toutes les banques pour vérifier les dossiers qui étaient paramétrés et pas paramétrés. Et là, autant dire que pour le coup, j'ai fait la liste et qu'ils ont été vite paramétrés, ce qui n'était pas paramétré. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier aussi, une fois que c'est mis en place, il ne faut pas oublier d'aller voir ce qui se passe, parce qu'effectivement, les nouveaux dossiers ou même les nouveaux collaborateurs n'ont pas les mêmes sensibilités. Parfois, ils sont un peu feignants par rapport à ça. Sauf que ne pas le paramétrer, typiquement sur les intégrations des données bancaires, c'est quand même complètement idiot d'avoir tout en 471 et de devoir tout réaffecter derrière, alors qu'il suffit, plutôt que de réaffecter du 471, aller affecter directement, correctement dans le logiciel. Pour le coup, ça fait gagner du temps sur tous les mois suivants. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi une question de surveillance quand on parle d'outils de découpage par tâche. Pour moi, il y a toute l'intégration, il y a tout le déploiement et il y a ce qui se passe après. Le service après-vente de l'automatisation et pour moi, c'est deux sujets en fait qui sont. Il y a deux conséquences. Le premier, c'est le turnover de tes collaborateurs, de nos collaborateurs au sens large, qui fait qu'il y a une perte en fait de compétences à un moment donné, parce que malgré tout, il n'y a pas de tuilage forcément entre collaborateurs et qu'on oublie un peu de se passer les bonnes pratiques. Et
il n'y a pas forcément de surveillance de la part de l'expert comptable. Enfin, j'en ai fait les frais en interne, où on se rend compte qu'effectivement, parce que turnover, parce que changement de revue, etc., on oublie un petit peu de passer en revue ce que tu fais toi au mois de juillet. Et donc, la vraie question, c'est qui contrôle cette donnée à un moment donné qui est intégrée. Et c'est la question de Julien, à un moment donné, peut-être sur ce déroulé, qui est quid du data controller, en fait, et qu'on n'a pas forcément tous en interne, mais qu'il faut effectivement identifier. Il faut identifier quelqu'un dans le cabinet, capable de faire une revue. Si l'outil, comme Secha que tu évoquais tout à l'heure, ne te permet pas d'avoir les stats pour dire bien, pas bien à la fin de ta session, que ton outil bancaire te dise, voilà, j'ai tant de comptes d'attente, ça fait tant de pourcentage, il faut impérativement quelqu'un qui contrôle, parce qu'avoir des dashboards, comme tu l'évoquais, c'est bien. Les regarder, analyser et du coup agir, c'est mieux en fait. Et donc la vraie question, c'est qui en interne au cabinet s'occupe de regarder ces petits tableaux de bord en fait de production pour améliorer le curseur, parce que quand on a effectivement une réintégration bancaire à 80% de flux en compte d'attente, on est content, on a les dates et les montants, mais c'est vrai qu'il manque un petit peu quand même d'affectation cohérente, quoi. Et donc, qui ne l'a pas géré en interne pour optimiser? Une attention particulière pour les nouveaux dossiers. Vous voyez, genre les clôtures au 30 septembre que vous récupérez en janvier et vous vous réveillez au mois de mars, pardon, vous réveillez au mois de mai, ou dans mon cabinet, vous comprenez que c'est du véhicule et je me réveille au mois de mai et je me rends compte que je peux capter les flux bancaires que des 3 derniers mois avec mon outil et donc on se retrouve à saisir à la mano 6 mois. Donc, donc il y a la grande théorie de l'automatisation. Oui, donc il faut être vigilant et il y a le service après-vente et je pense que c'est important parce que je pense qu'on est tous convaincus qu'il faut y aller. Et là, on donne quelques partages d'expériences, de petits loupés en fait qui peuvent éviter à certains de. Effectivement, la question d'après, c'est ce que tu disais, Denis, c'est quel est l'impact sur le découpage de tâches. Donc, il y a une partie, un cabinet papier classique, on a de la saisie, du pointage, de la révision, enfin des choses structurées de cette façon-là. Le fait de numériser, d'automatiser, ça transforme aussi les métiers et les tâches. Donc là-dessus, tu évoquais la question de... Tu évoquais, toi, Elodie, un profil un peu plus techno qui s'occupe de ça. Toi aussi, Denis, tu as évoqué quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la façon dont vous avez, d'après ce que je comprends, centralisé sur une personne certaines tâches particulières liées à l'automatisation? En fait, donc chez nous, on choisit un nouvel outil par an. Et une fois qu'on a choisi cet outil, il y a toujours un responsable du déploiement. Bien souvent, c'est quand même le même, c'est celui qui a de l'appétence pour les nouveaux outils. Donc en fait, c'est lui qui va être cherché justement du déploiement. Avant, on a juste travaillé ensemble sur la segmentation des clients pour qu'il n'ait pas à déployer. Enfin, il a une stratégie de déploiement vraiment particulière qui est mise en place et qui est différente en fonction des outils d'ailleurs. C'est pas forcément la même stratégie de déploiement. Donc, c'est lui qui va être chargé justement d'aller vérifier et de passer les premiers clients. Après, on passe à l'étape d'après où tout le monde va un petit peu aller déployer en fonction de ce qu'on a mis comme critère. Et enfin, c'est lui systématiquement, donc pareil, dans cette année, qui a pour rôle d'aller contrôler comment ça se passe, les dossiers qui vont bien, les dossiers qui vont pas bien. C'est lui qui fait une remontée directement avec les éditeurs justement sur la mise en place, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, comment est-ce qu'on peut régler les problèmes. Et c'est enfin lui qui traite les questions et les problématiques du client. Donc, il amorce le déploiement de l'outil sur des premiers clients identifiés. Il teste et il centralise systématiquement toutes les remontées des autres collaborateurs. Oui. Et il s'assure que ça suit derrière. Et à la fin, son job est terminé quand finalement on a traité toutes les remontées des clients et quand ça suit son cours normal. D'accord. Okay. Et un outil, tu trouves qu'il est déployé lorsque tu arrives à quel pourcentage de ta clientèle? Alors, de la clientèle qu'on a choisie, oui. Notre clientèle cible, à peu près à 80%. Et ta clientèle cible à chaque fois par outil, c'est quel pourcentage de la clientèle globale? Ça dépend vraiment de quelle partie. Par exemple, si on est sur Secha, les petits indicateurs, là, en fait, il y a des clients qui ne sont pas du tout sensibles à ça, que ça ne va pas intéresser. Donc, pour le coup, on n'a pas déployé chez eux. A contrario, j'ai des clients qui, parfois, ont même du mal à suivre leur chiffre d'affaires. Donc, ça paraît basique, mais ils ont l'info sur le chiffre d'affaires. Donc là, j'ai vraiment pas de... Je n'ai pas forcément de statistiques par rapport à ça. Ça dépend de l'outil. Aujourd'hui, on est quand même sur un déploiement, autant que sur, par exemple, la récupération des données bancaires, on est 95%. On a toujours 5% peut-être des petites SCI ou des BNC pour qui on a du mal. Après tout, il y a 4 écritures. On va aller aussi vite à intégrer que... Même si dans l'idéal, il faudrait 100%. Maintenant, on est sur des outils aujourd'hui où pour le coup, c'est un peu plus sensible. On va trier. On n'est pas forcément sur les mêmes stats. Mais ce qui est sûr, c'est pareil, l'oxyalisation des factures. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas sur des taux qui sont à plus de 80%, largement plus que ça. Pareil pour l'intégration des factures de vente. Moi, je ne conçois pas qu'on continue à saisir à la main des factures de vente. Donc, soit on a un logiciel et pour le coup, on intègre, soit on passe pas du Excel. Enfin bref, il y a une multitude de solutions. Donc aujourd'hui, ça, on est à plus de 90% pareil. Voilà. Et puis après, il y a les autres outils où on peut être amené à travailler sur un pourcentage plus petit. Et toi, Denis, tu disais le point de départ, c'est d'arriver à plus de proximité avec les clients.
Comment ça s'est traduit concrètement? Est-ce que la saisie s'est centralisée sur quelques-uns et c'est d'autres qui font cette proximité? Est-ce que tous les collaborateurs ont eu plus de proximité et moins de saisie? Comment ça s'est passé? Oh non, il n'y a plus de saisie puisqu'on automatise sur la partie historique parisienne 100% de nos dossiers, parce que pour le coup, effectivement, comme Elodie, on est au-delà de 95%, il n'y a pas de débat. On a un nouveau dossier, il bascule systématiquement. Pour nous, c'est une question de process. C'est qu'il est hors de question que le collaborateur se dise le matin en arrivant, tel dossier, je saisis comme ça ou comme ça, enfin, comment ça marche, quoi. Donc, ils sont tous suivant le même process, considérant qu'on fait de la productivité grâce à la standardisation, en fait, au moins sur l'automatisation de la saisie de données. Et qui se pose pas la question de savoir si effectivement il faut qu'il aille chercher dans sa GED ou dans son email, ce qui n'est pas une bonne pratique, des factures potentiellement à saisir. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat sur l'automatisation de l'intégration de la saisie, enfin des pièces d'achat, vente, etc. On est à 100%, et sur l'aspect bancaire, on essaie d'être au-delà de 95%. On a aussi quelques ratés ou des néobanques un peu rebelles qui restent parfois un peu compliqués, ou des banques exotiques qui font qu'on n'a pas des BICS, pas de machin, etc. Et donc on est sur la saisie en LAD où pareil, on l'envoie dans l'outil de dossiérisation et l'outil nous livre en fait les écritures, ce qui nous permet d'éviter de saisir. On a par contre choisi au niveau du groupe une responsable méthode, et c'est de la responsable méthode qui nous permet d'harmoniser en fait ces pratiques d'une part, de faire le suivi et un peu la police aussi quand on n'est pas dans les clous. Et donc c'est elle qui, en fonction de ce qu'on aura décidé comme métriques de dossier, de typologie de dossier sur tel ou tel outil, s'assure en fait d'une part du suivi de la qualité en fait du travail. Donc effectivement l'espèce de data control, c'est elle qui le passe en revue d'une part, et qui surtout, ce qui est le plus important, fait avec sa petite équipe, hein, ils sont entre 1 et 3, ça dépend un peu des saisons, l'embarquement de nos clients, parce que on se rend compte que c'est compliqué, c'est pas forcément le travail de nos collaborateurs. Donc l'objectif, c'est pas que nos collaborateurs accompagnent le client sur les outils, parce qu'on se rend compte que c'est un autre métier, de faire un peu de support de temps en temps et de faire un peu de commerce si on lui vend aussi accessoirement. C'est pas notre boulot en interne. On se rend bien compte que les collaborateurs ont du mal à vendre. Par contre, faire la proximité et alerter quand il y a des bugs, c'est son travail. Donc quand il n'y a plus de saisie, on leur demande effectivement d'être beaucoup plus présents chez les clients, surtout post-Covid, de se rendre compte que la proximité est vraiment importante, et que de faire trop de distanciel, on se casse du client, et le client oublie un peu à quoi sert le cabinet et ses honoraires mensuels. Donc, on demande à nos collaborateurs de retourner voir nos clients beaucoup plus fréquemment grâce au temps gagné, quoi. Ouais, donc c'est intéressant. Donc, automatisation, c'est pas forcément perte de lien humain. Non. Dans ton cas, c'est le contraire même. Ok. Clairement. Et là, le point commun aussi qu'on a, c'est qu'on a une personne qui est un peu dédiée là, à l'onboarding, en interne, mais ça montre l'intérêt, quand on veut se lancer dans ce type de projet, de donner une responsabilité claire à quelqu'un sur cette transformation. Oui, et puis la personne n'est pas forcément toujours la même, hein, ça peut aussi changer. Nous, on a mis autre chose en place. En fait, tous les 3 mois, on fait une petite réunion sur les dossiers qui posent problème, hein, où pour le coup, on met plus de temps que ce qui était prévu, et on fait un point. Et donc là, systématiquement, c'est un des chefs d'émission qui reprend le dossier et qui va aller voir exactement quelle est la problématique, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui, qui fait qu'on n'est pas dans les clous, et donc potentiellement les outils qui sont mal utilisés ou mal paramétrés ou autres. Ça, voilà, on a mis ça en place depuis 3 ans maintenant, et ça marche pas trop mal pour notamment finir d'automatiser, d'intégrer de manière automatique les données. Je fais un petit point sur les questions et les échanges. Alors déjà, il y a des débats qui sont dans les commentaires, puisque tu as parlé tout à l'heure de faire payer la prestation de numérisation, ce qui existe aussi de ton côté, Denis. Voilà. Et donc, dans les deux cas, ça fonctionne. Il y a quelqu'un qui dit oui, mais tous les clients ne sont pas prêts à payer ce type de prestation. Il y a quelqu'un dans le chat qui a répondu en disant oui, mais ils sont prêts à payer la livraison des courses parce que c'est plus confortable pour eux. Donc, il faut leur arriver à leur faire comprendre l'intérêt qu'ils peuvent avoir. C'est ça le secret? Moi, je dis pas de débat. Ils veulent soit ils numérisent, soit ils payent. Mais il n'y a pas de. C'est le point de Virginie, en fait. Merci EasyJet, merci Vueling, enfin qui on veut, qui a permis quand même de s'expliquer au client comment ça marche. Après, c'est jamais évident, effectivement, c'est une nouvelle prestation. Quand le client nous compare, il fait potentiellement la comparaison avec le pack complet par rapport à la concurrence, entre guillemets, mais à un moment donné, on ne peut pas faire que des cadeaux, en fait. On a le droit de gagner notre vie. Alors, sinon, moi, le dernier qui était réticent, qui ne voulait pas payer, pour le coup, je lui ai dit de trouver lui une solution pour numériser. Et donc, pour le coup, il a pris un prestat extérieur qui est venu numériser. Pour le coup, ça lui a pas forcément coûté moins cher. Mais bon, voilà. C'est-à-dire que, encore une fois, nous, dans notre démarche, c'est finalement pouvoir s'adapter un peu aux clients. Pour le coup, ils ne voulaient pas payer, mais ils ne voulaient pas numériser. On a trouvé une solution encore différente. En fait, il y a un formatage du service, en fait. Et à un moment donné, aujourd'hui, actuellement, on ne peut pas se permettre d'avoir des pratiques différentes, surtout dans les petits cabinets, peut-être encore plus dans les gros d'ailleurs. Et donc, on est obligé de se formater, parce que déjà, je pense que sinon, on perd un peu les collaborateurs.
c'est compliqué avec les collaborateurs d'avoir des pratiques différentes. Donc, on a plus de turnover et ensuite, on a besoin d'être percutant avec les clients. Moi, j'avais une question à vous poser. C'est à la question comment embarquer les collaborateurs, est-ce que vous avez un process d'onboarding? Genre, j'ai un collab qui arrive, un nouveau collab, il a 3 jours de formation sur tous les outils, sur tous les process, ça se fait comment? Alors, quand on intègre, là, justement, cette semaine, on est en train d'intégrer une nouvelle collaboratrice. Alors, j'essaye, moi, de l'accueillir systématiquement avec un petit déjeuner, déjà, pour présenter l'équipe. Juste derrière, on a créé un livret d'accueil du collaborateur. Donc, la première étape, c'est qu'il ou elle commence, après le petit déjeuner, par lire ce livret d'accueil. Derrière, on enchaîne avec potentiellement un peu les livrets de procédure, enfin, les différentes choses qui animent le cabinet. Et systématiquement, l'après-midi et puis le reste de la semaine, elle va passer toute l'après-midi et les différentes journées en formation avec soit la chef comptable, soit directement après avec des collaborateurs spécifiques, par exemple, pour des outils ou des tâches particulières. Donc, en fait, nous, on les lâche jamais systématiquement, même sur les dossiers. Ils sont au moins une semaine en formation. Et les plus jeunes collaborateurs qui ont besoin d'un peu plus de formation, là, ils peuvent rester jusqu'à 15 jours avec la chef de mission, le collaborateur, et donc vraiment zéro autonomie. L'étape d'après, c'est qu'on vérifie systématiquement ce qu'ils ont fait, mais ça, je pense que c'est le cas dans la plupart des cabinets. Donc, pendant 15 jours, 3 semaines ou un mois, on va aller vérifier comment est-ce qu'ils ont traité le dossier, comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont utilisé les outils. Et après seulement, quand ils sont prêts, on les lâche. Si jamais on en a, mais c'est très rare qu'ils nous disent qu'ils sont prêts avant, on veut bien les lâcher avant, hein, mais c'est jamais trop arrivé en fait. 1 semaine à 2 semaines en fait pour s'approprier les outils. Oui, et après, on fait un point systématiquement à la fin du premier mois déjà pour savoir comment ça va, quelles sont les problématiques particulières qui restent en place. Est-ce qu'il y a des difficultés plutôt sur l'intégration des outils? Est-ce que c'est plutôt par rapport au dossier? Est-ce que c'est par rapport à la fiscalité? Enfin, ça peut être des sujets divers. Et on intervient sur le deuxième mois par rapport aux difficultés qui ont été rencontrées à ce moment-là. Enfin, on essaye de personnaliser un maximum. C'est parfait. Hein. C'est parfait. Ah ouais, je voudrais bien être au même niveau. Moi, j'en rêve dans mon cabinet. J'adorerais faire ça. Mais c'est parce qu'on n'est pas... Enfin, voilà, c'est l'agilité, encore une fois. Et ça ne veut pas dire que c'est magique, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que j'ai un turnover qui est nettement inférieur à mes confrères ou consoeurs. Donc, c'est la façon dont on a trouvé, nous, pour les accueillir, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Alors là, je suis très loin de vous dire que je n'ai pas de turnover chez moi. On n'est pas aussi efficace, je pense, d'ailleurs, qu'Élodie, en tout cas sur le papier. On essaye, nous, de les accueillir sur le matinée, effectivement, où il y a l'accueil, la présentation de notre process. Donc ça, c'est en gros une bonne demi-journée. Ensuite, on a un groupe qui s'est constitué avec des chargés de mission, en fait, qui sont les référents métiers sur les différents process du cabinet et qui font le suivi et qui font aussi une espèce de SAV numéro 1 quand il y a des clients sur les outils. Donc, ils passent une matinée à comprendre comment ça fonctionne. La première semaine où effectivement, ils sont un peu en mode découverte. Mais surtout, en fait, l'objectif aussi chez nous, ça a été que comme il n'y a pas de création de dossier par les collaborateurs, c'est centralisé par la personne qui gère en fait globalement les outils du cabinet. Il n'y a pas trop d'anomalies possibles. Normalement, on ne sort pas du cadre. Et ça a été aussi un des sujets de process pour nous et de découpage des tâches. On s'est dit que quand on crée un dossier, il y a tellement d'impact par rapport aux différents outils qu'on peut avoir qui sont interconnectés que c'est fait par une personne dédiée. Comme ça, on sait qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Il ne nous manque pas un outil qui ne va pas malgré les API. Il n'y a pas de paramétrage déconnant sur la banque ou que sais-je. Donc, on a centralisé au moins la création des dossiers. Donc, pour les collaborateurs, c'est quand même plus simple. Par contre, il a connaissance en arrivant de tout ce qui existe comme outil. Il a son petit livret d'accueil qui ne lit pas trop. Mais en tout cas, il a son référent qui est important pour savoir à qui parler et à qui poser les bonnes questions quand il y a des anomalies. Et là, on parle d'automatisation et de collaborateurs. Est-ce que vous avez eu des freins avec des collaborateurs qui craignaient pour leur emploi, par exemple, ou est-ce que vous avez fait face à ce type de frein psychologique? Ils ne sont plus là, en fait. Pardon. On savait ce type de frein. Ouais. Alors, moi, pas forcément des freins sur l'utilisation des nouveaux outils, finalement. Et ça, c'est pas une question d'âge, parce qu'on le voit aussi avec les clients. En fait, on a des clients jeunes qui... moi, j'ai des clients jeunes qui voulaient absolument rester papier. Je comprends pas. J'ai des clients plus âgés qui se sont mis tout de suite aux beaux outils. Donc, en fait, au-delà de la question d'âge, c'est pas ça. C'est qu'en fait, finalement, moi, je m'aperçois que chez les collaborateurs, j'ai aussi des collaborateurs qui ont pourtant un niveau Bac+5 et parfois, finalement, s'enferment pas si mal dans les tâches un peu basiques. Et leur demander de réfléchir ou d'être proactif sur les dossiers et d'y mettre un peu d'intelligence, un peu de recul, c'est aussi difficile. Donc, ils veulent tous ne pas faire de tâches de production, mais en même temps monter en compétence et finalement être vraiment responsable de ces dossiers et d'être là et d'être impliqué et de suivre et finalement se dire, même si je dois partir à 18h, le truc il n'est pas fini, je vais rester un peu. C'est presque plus ça le problème. Et en fait, moi, je n'ai pas trouvé vraiment la solution par rapport à ça. Alors,
peut-être c'est dû à la façon dont, je sais pas, on les intègre ou ça se passe au cabinet, mais je trouve que moi, j'ai de plus en plus de difficultés, même avec des collaborateurs qui ont un niveau qui est assez élevé. C'est pas le cas pour tous, hein, mais en tout cas, j'ai une partie de ces collaborateurs que j'ai du mal à faire monter en compétences et j'ai pas encore trouvé la solution pour vraiment les passer en, voilà, comment est-ce que je passe de mon rôle de producteur à mon rôle de conseil, en fait. Et ça, je trouve qu'ils ont pour un certain nombre d'entre eux, beaucoup de mal à y aller. Voilà, c'est la problématique que je rencontre le plus. Et c'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'outils. Pour moi, c'est au-delà de ça, c'est presque du soft skill, c'est la volonté. Enfin voilà. Et ça, moi voilà, si vous avez des solutions, je suis preneuse parce que j'ai pas tout à fait trouvé. Hein. Donc, moi, ils sont assez honnêtes en fait. Hein. Les miens nous disent carrément, ça m'arrange de ne pas réfléchir. Donc en fait, ils ont besoin de saisir, même si c'est débile et qu'il n'y a pas d'intérêt, que chez nous, c'est 100% de nos dossiers. Quand ils ont des pièces complémentaires qui arrivent, ils sont contents de saisir, ça les rassure en fait, de passer un peu de temps sans saisir, pour être un peu plus transparent encore. Et moi, ça me désole de me dire qu'on a mis en place des choses qui permettent d'automatiser, et qu'ils ont quand même besoin de cette soupape. Alors, heureusement, c'est pas full time, hein, mais une heure ou deux de temps en temps, ils sont contents de se dire, voilà, je fais un peu de saisie, ça me permet de décompresser et de pas trop réfléchir, pour reprendre un peu ton point. Alors, si vous me permettez, parce que déjà, on a des problèmes d'attractivité. Donc, vu ce que vous venez de dire sur les collaborateurs, si vous me permettez, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ceci. Je ne dis pas du tout que j'ai trouvé l'analyse. J'ai exactement les mêmes problématiques que vous dans mon cabinet. Je pense que c'est lié à notre formation. Et en fait, nous fabriquons des techniciens. Et donc, formation initiale. La formation des experts comptables stagiaires, où on est vraiment des techniciens et des ingénieurs. Moi, j'aime toujours prendre l'image du restaurant. En fait, on fabrique des cuisiniers et on sait que demain, dans nos cabinets, on va avoir besoin de serveurs. Et on passe pas de la cuisine au service comme ça très facilement. D'où, en fait, ces parcours de la transformation. Et moi, je n'aime pas dire cette nouvelle génération où ils n'ont pas envie de réfléchir, où j'ai l'impression qu'en fait, on leur a pas donné les clés. Et c'est à nous de donner les clés en réformant, alors nous, institutions, en réformant à un moment donné le diplôme pour que le diplôme soit moins technique. Est-ce qu'on a vraiment besoin passer des heures et des heures sur la consolidation et sur les fusions, alors que on passe pas d'heures sur comment marketer son offre et comment aussi parler client, en fait. Et parler client, c'est vendre aux clients. Et c'est tout. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu du grand chantier de formation qui est lancé là au niveau du national, qui s'appelle Profession comptable 2030, où il y a des parcours de formation. Moi, pendant longtemps, j'ai cru dans mon cabinet que expliquer à mes collaborateurs que le monde était en train de changer et qu'aujourd'hui ils saisissaient que demain ils devraient proposer accompagner le client, ça suffisait. Pendant longtemps, j'ai cru que les envoyer un webinaire d'1h30, ça suffisait. Je comprends aujourd'hui que la transformation, c'est évidemment pas un webinaire d'1h30, ce n'est que de la sensibilisation et que ça peut être des parcours d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, où on va vraiment transformer le collaborateur et cet ADN de technicien. Celui le garagiste qui est le carrossier qui est là derrière dans le garage et qui répare la voiture et qui a un savoir-faire extraordinaire. On en a tous besoin de ces savoir-faire de techniciens aujourd'hui dans notre vie au quotidien. C'est pas forcément celui qui va discuter avec le client et qui va rendre la voiture. C'est pas du tout les mêmes compétences. Donc, soit nous, experts comptables, on arrive à les transformer, ces collaborateurs, et transformer des hyper techniciens en techniciens qui vont oser parler aux clients et discuter et se dire qu'ils sont à la hauteur. Soit et donc, il faut faire tous ces efforts-là de formation. Mais moi, j'ai pas du tout envie de vous laisser dire que les collaborateurs se satisfassent de tâches basiques. On n'a pas dit ça. Non, de temps en temps, ça les soulage. Voilà. C'est tout. De temps en temps, ça leur fait du bien. Voilà. Non, mais effectivement, là, ce qui ressort de ça, c'est que quand on dit embarquer les collaborateurs, c'est pas simplement une question de formation aux outils et d'outils. Parce que là, toutes les questions tournent autour des outils. Mais embarquer un collaborateur, c'est aussi lui donner les clés, peut-être en termes de formation,
de savoir se positionner face à un client, de voir le dossier différemment, peut-être pas en termes de saisie, mais Et de comprendre effectivement ces évolutions, en fait, parce que je pense que très souvent, mais à coup de pas, déjà en interne, on n'a peut-être pas toujours bien expliqué non plus ce que l'on voulait et où on voulait aller, en fait. Et c'est un vrai sujet qui parfois nous est un peu reproché. Enfin, en tout cas, moi, je le prends pour moi. Enfin, pendant plus de 10 ans, j'ai été comme toi, Elodie, où dans mon cabinet, j'étais en charge de faire de la veille et d'implémenter des outils. Et très souvent, en fait, ça venait un peu plus d'en haut, de chez nous, associés, pas forcément très bien expliqué, sans surtout leur permettre de donner une perspective et de leur temps gagné, de ce qu'ils allaient en faire et de pourquoi est-ce qu'on voulait y aller, en fait. Oui, c'est-à-dire que si eux, la seule partie visible, c'est l'outil, forcément, c'est logique qu'ils réfléchissent en termes d'outils. Donc peut-être un travail d'explication un peu plus en amont. Après, si on explique au collab que cet outil-là va lui faire gagner en gain de productivité et qu'aujourd'hui, il gère un portefeuille de 30 dossiers et que c'est super top comme ça, demain, il va pouvoir gérer 40 dossiers, je pense qu'il est méga motivé dans le déploiement de l'outil. Et c'est vrai que parfois, c'est ce que nous faisons ou c'est ce que nous disons. Et donc, il y a cette posture qu'on doit changer, et ça change avec en fait les nouvelles missions, la saison 2 des parcours de la transformation, en proposant un autre accompagnement au client et être plus vers le client. Mais en fait, le client, parfois, c'est l'inconnu. En fait, souvent pour le collaborateur, maintenant avec mes 30 ans d'expérience professionnelle, le client, c'est l'inconnu. Le client, c'est celui à qui on va lui demander telle pièce manquante. Mais le client, c'est pas celui avec lequel on va discuter de son chiffre d'affaires. On fait la TVA, on dit oh là là, votre chiffre d'affaires a augmenté, etc. Et parler de l'activité, en fait, c'est un saut dans l'inconnu pour les collaborateurs. Et parler d'autre chose aussi, ou parler de la gestion de patrimoine, ou parler de ce qu'on veut, ou de la RSE, ou de bilan carbone, ou de critères extra-financiers. Il y a et là, le collaborateur n'ose pas parce qu'il est vraiment en terre inconnue, et je pense que c'est à nous, experts comptables, dirigeants, chefs de mission, directeurs de mission, d'un moment donné, de montrer comment faire. Avant ça, je pense qu'on a aussi, on a souvent du mal à communiquer sur la stratégie du cabinet, mais déjà rien que définir la stratégie du cabinet, expliquer comment on va y aller, et puis pourquoi pas la co-construire avec eux, parce qu'ils font quand même partie du cabinet et de l'équipe, ça reste l'étape numéro 1, et c'est vrai qu'on a tendance à directement aller à l'étape numéro 2, outils, alors qu'on a oublié de définir que peut-être on ne va pas faire toutes les missions, que peut-être c'est passé à la stratégie de déploiement du cabinet, peut-être que le développement, on va aller là et là, parce qu'on a des appétences particulières sur la RSE ou la gestion de patrimoine, ou bref, peu importe. Mais c'est vrai que ça... je pense que ça manque à nos collaborateurs, et si on ne donne pas la feuille de route, si on ne donne pas le sens, finalement, ils ne savent pas où on va, en fait. Sur le pourquoi automatiser, c'est peut-être déjà cette question à laquelle il faut répondre avant de choisir. Enfin, je dis ça parce que toutes les questions auraient été relatives aux outils. Donc les outils, effectivement, ce qu'il en ressort, c'est que c'est très important et que c'est indispensable. Mais il faut se poser ces questions de pourquoi je veux y aller, l'expliquer aux collaborateurs. Il y a une question de compétences et de formation si on veut que ça marche. C'est aussi ça qu'on se dit. Pour moi, c'est un projet, en fait. Et ce que tu évoquais sur le mode projet, c'est que comme tout projet, ça veut dire pourquoi j'y vais, ça c'est certain. Quelles sont les attentes, quels sont mes besoins. Donc, c'est-à-dire avoir un minimum de cahier des charges ou l'expression de besoin pour pouvoir le partager et que les collaborateurs aussi remontent les besoins qu'ils peuvent avoir de toute façon en interne. Se donner les métriques pour le suivi. Enfin, c'est comme tout projet, c'est pas juste un outil, je prends, j'achète sur l'étagère, sinon ça donne effectivement ce que tu avais fait, Virginie. Tu prends ton outil au congrès, post-congrès, tu fais ta foire et tu te dis super, j'ai une petite réduction, je le mets en place. Et puis en fait, c'est pas suivi. Et c'est ça le gros sujet, c'est que comme on reste des techniciens, faut pas oublier cet aspect projet qui est fondamental, et surtout l'aspect humain avec nos collaborateurs. Et une fois encore, on est tous des experts comptables et on a tous les mêmes. J'estime avoir effectivement en tant que technicien ce travers d'être trop technique. Et l'accompagnement projet reste certainement en interne un sujet qui reste amélioré, quoi. Il ne faut pas oublier que dans la définition des priorités, peut-être que ce n'est pas la priorité que nous, on imagine qui passera en premier, mais finalement, c'est peut-être celle des collaborateurs parce qu'ils ont envie de s'embarquer là-dessus. Et s'ils ont envie de s'embarquer, ils vont y aller bien, ils vont y aller mieux. Et que finalement, c'est aussi à nous parfois de revoir un peu nos priorités et d'être un peu plus collaboratifs. Notamment, et ça vaut aussi sur les projets d'automatisation pour moi, en fait. Il faut qu'on arrête de vouloir tout décider et plutôt de décider ensemble. Et c'est ce qui fait que ça marchera et qu'on les embarquera. Parce que s'ils ne prennent pas part à la décision, qu'ils n'ont pas défini eux-mêmes leurs besoins et ce qui était prioritaire dans leurs besoins, forcément, ce qu'on va proposer, c'est un peu raté ou ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent. Je vais prendre d'autres questions parce que le temps avance. Donc des questions qui sont liées aux outils. Donc là, la dernière, c'est est-ce que vous pouvez nous redonner les noms des outils utilisés pour l'ossérisation, achat et vente? Est-ce que vous pouvez nous en citer plusieurs, au moins 3, comme à la télé, quand on n'ait pas de problème publicitaire? Mais au moins, ça permettra d'être... J'en avais cité 3, moi, donc ça tombe bien. J'avais cité Cash Manager, Conciliator et Idocus.
Très bien. Il y avait aussi une question. Il y a Use, il y a Dext. Et simplement, enfin, on cite ces outils, mais je rappelle que le seul intérêt de ces outils, c'est que la pièce attachée, la facture soit attachée à votre outil de production. Parce que le fait d'avoir les factures d'achat, c'est pour accélérer la révision. Parce que le gain de productivité sur la captation de la facture d'achat, moi, je pense qu'il est, en tous les cas, au début, pendant 2-3 ans, il est à peu près nul. Le gain de productivité, bon, bref, c'est mon avis, c'est pas grave. Mais pour moi, le gain que nous avons pendant 2 ans, le temps de former le collaborateur, le temps de former le client, le temps perdu de paramétrer, etc., je trouve que s'approprier un outil de docérisation achat, c'est long. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, le gain, il est surtout sur la révision. On n'a pas parlé de la révision. Moi, ce que j'attends dans mon cabinet, c'est un outil de révision révolutionnaire. Ça existe ou pas, ça, messieurs les techniciens? Merci. Joker, on a droit à un joker? Il y a une autre... Moi, j'allais dire plus que ça sur les outils, c'est presque une question de stratégie en fait, parce qu'on l'a moins évoqué, mais par exemple, on en a parlé en off avant. Moi, dans la stratégie du cabinet, quand j'ai choisi mon outil de prod, et c'est pour ça que j'ai changé notamment d'outil de prod, j'ai choisi de ne pas être interdépendante d'un outil, et moi, j'ai choisi de pouvoir faire appel à plein d'outils, parce que j'aime bien aller prendre des outils, et puis on aime bien utiliser des choses différentes. Donc, ça veut dire qu'on a choisi un logiciel de production qui était ouvert, à l'époque en tout cas, qui était ouvert. Et c'était vraiment la stratégie du cabinet. Donc bien évidemment, quand on intègre des nouveaux outils, c'est lié à cette stratégie. Maintenant, ça ne peut pas être la stratégie de tout le monde. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne réponse à quel outil. Parce qu'à contrario, on en a qui vont choisir plutôt de n'avoir qu'un logiciel ou d'en avoir le moins possible. Et dans cette stratégie-là, pour le coup, ce ne sera pas forcément les mêmes outils. Donc vraiment, encore une fois, pour moi, la première étape, c'est la définition de la stratégie, où on veut aller, comment on veut y aller. Et après, seulement la réponse, c'est l'outil. Et vraiment, il n'y a pas de bon outil, il y a juste plusieurs outils qui sont adaptés à notre stratégie. En fait. C'est pour ça que je reviens au sujet, ça reste un projet à gérer, qu'on parle d'automatisation, qu'on parle de n'importe quoi. Ça rejoint la première première question, qui est quel est mon besoin, où je veux aller. En fonction, les outils ne sont que des outils. Il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a pas de mauvais outils, il y a des mauvais paramétrages. Mais il n'y a pas de mauvais outils. On fait à peu près tous on fait tous le même boulot en tant qu'expert comptable, un débit crédit, si je si je résume. Donc, et les outils sont tous faits pour aller à peu près convenablement. Donc la question de fond, c'est comment on le met dans une chaîne. Et la vraie question, je pense que tu résumes, Élodie, c'est intégrer ou pas intégrer. C'est ça le sujet, en fait, quoi. Et si c'est pas intégré, c'est un peu plus complexe à gérer. Donc, ça suppose d'avoir une expression de besoin un peu plus segmentée et un suivi un peu plus adapté, quoi. Ça fait un super sujet de prochain atelier. Est-ce qu'il faut une solution qui fait tout, ou est-ce qu'il faut être sur du modulaire? Comment on le gère et de quelle façon? Une autre question voilà, il y a une réflexion là-dessus, sur les éditeurs, justement, qui enferment certains éditeurs qui enferment dans leurs outils sans pouvoir s'adapter aux besoins. C'est un débat qu'on pourrait avoir et on pourrait faire 1h30, je pense, sur est-ce qu'il vaut mieux avoir une solution ou plutôt plusieurs dizaines pour répondre à tous les besoins. Ouais, moi, le maître mot, c'était vraiment simplification. Il faut que ce soit simple d'utilisation et il faut qu'il y ait le moins d'opérations à la mano à faire. Donc voilà, c'était le maître mot du cabinet. Nous, on a défini la stratégie par rapport à ça. Et donc, intégrer, pas intégrer, moi, je dirais que le maître mot, c'est plutôt simplifier. Donc, on ne fera pas 1h30 avec toi, du coup. Parce que toi, moi, ça va assez vite. Hein. C'est pour ça que ce n'est pas moi qui reviens les prochaines fois, je crois. Ok. La dernière question, et après, on passe sur le calendrier parce qu'il y a quelques dates à donner. Tu as parlé de logiciels de facturation que tu implémentais chez tes clients. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu factures? Comment ça se passe dans ton offre de service? Je facture l'utilisation du logiciel et je facture la formation aux clients. Ok. Et tu as pas très cher, parce que l'idée, c'est quand même qu'ils l'utilisent. Pourquoi? Parce que ça nous fait gagner aussi du temps, parce que pour le coup, j'ai plus besoin d'aller chercher les factures de vente, mais je les récupère direct. Et en plus, j'ai un super truc pour ça s'intègre direct dans la compta. Donc voilà, donc on a des gains de productivité par rapport à ça. Mais oui, j'ai facturé parce que pour moi, c'est un service. En fait, on accompagne le client et c'est important. Et ça, je l'ai très bien retenu de Virginie. Et Virginie, ça a vraiment été mon mentor sur la facturation. En fait, un service qu'on ne fait pas payer, c'est un service qui n'a pas de prix. Et donc, si c'est gratuit, pour le coup, ça n'a pas de valeur. Et donc, moi, je facture, quitte après à faire ou pas des remises, c'est un choix, mais en tout cas, je facture la prestation. Est-ce qu'on peut citer 2 ou 3 logiciels de facturation? Parce que ça fait 10 fois qu'on pose la question sur le chat, donc si on pouvait vous en citer 2 ou 3, ça...
Alors, nous, on a deux outils au bureau sur le sujet. Le premier, c'est Factomos, qui vient d'être racheté, si j'ai bien suivi l'actualité d'ailleurs, par un éditeur bien connu de la profession. Et le deuxième, c'est Time. Et du coup, ça rejoint la question d'avant, qui était de dire comment on structure nos clients. Et donc, nous, on est en train de structurer aussi notre portefeuille client par rapport à ce sujet, en disant que Time, qui ne fait pas que la facturation, permet aussi à des dossiers un peu plus petits d'avoir un outil pour le coup intégré qui répond aux attentes des dossiers un peu moins structurés chez nous, en tout cas. Et voilà, donc on a ces deux outils au bureau qu'on propose aux clients. Nous, on a Meg en gestion aussi. Je voulais simplement rajouter que si vous voulez proposer ces outils-là chez des clients qui sont dans le bâtiment, ben, c'est raté parce que vous ne gérerez jamais les factures du bâtiment sur ces outils. Donc là, je relativise, hein, je vous donne un exemple pratico-concret. Donc, il n'y a vraiment pas d'outil idéal. La facture du bâtiment, vous la connaissez, elle est compliquée, des retenues de garantie, des comptes prorata, etc. Donc, la seule façon de proposer un outil à un client dans le bâtiment, en plus, elles sont avalisées par les architectes. Je ne sais même pas comment on va faire à la facture électronique pour les factures du bâtiment parce qu'il y a toujours des allers-retours de dingue. Mais quoi qu'il en soit, pour répondre à la question de l'outil, segmentez votre clientèle. Donc, vous ne vous retrouverez pas avec un outil uniforme pour l'ensemble de vos clients, sauf si vous avez refusé de faire des clients du bâtiment, ce qui peut être une stratégie de cabinet, bien évidemment. Ce qui peut être aussi un autre sujet d'atelier, sans vouloir, je prends des notes, mais comment est-ce qu'on segmente son portefeuille de clientèle Alors dans un ça, c'est contexte parce de que tu facture n'as pas électronique? suivi la saison 1. Non, mais C'était le premier si. atelier de la saison 1. Non, mais si, bien sûr, mais on va avoir des précisions on va avoir les précisions de la réforme là, qui vont arriver. En fonction de Bien ça, ce sûr, serait intéressant bien sûr. de revoir la segmentation peut-être. Ok, alors en termes de questions, je pense qu'on a fait tout le tour. Il nous reste 2 minutes. Peut-être juste une petite récap de ce qu'on s'est dit sur ces différents sujets. Parce que l'objectif, c'était de parler d'automatisation malgré le report du calendrier de la facture électronique. Donc, vous me coupez si je dis des bêtises, mais ce que je retiens de vos présentations et de vos échanges. Sur le pourquoi automatiser, déjà qu'il y a plusieurs raisons d'y aller, et que c'est indispensable de le clarifier avant d'y aller pour pouvoir embarquer à la fois les clients et les collaborateurs. Le découpage des tâches, bon, on a parlé de l'importance de spécialiser certaines personnes sur l'accompagnement des clients, voilà, d'avoir des personnes qui ont une appétence pour la techno, à minima. Ça a suscité des questions sur le bâtiment. Du coup, on les notera. Et comment embarquer les collaborateurs? Encore une fois, on revient sur l'importance de la stratégie, bien leur expliquer l'impact sur leur métier, l'importance de la formation. On a beaucoup évoqué le fait de ne pas parler seulement outils, mais de les accompagner sur la transformation de leurs compétences. Et embarquer les clients, enfin, bon, ça va avec aussi, mais tu nous as parlé de mode projet, d'implication des collaborateurs tout de suite dans le choix des outils, mais aussi dans le déploiement auprès des clients. Et puis la sensibilisation des clients, pour moi, c'est important parce que si on n'y va pas, si on ne leur parle pas de facture, là, si on revient à la facture électronique, si on ne leur parle pas de facture électronique maintenant, c'est d'autres personnes qui vont le faire. Et moi, j'ai déjà des clients, heureusement que je les ai sensibilisés dans l'année. Pourquoi? Parce que les banques sont super proactives par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, si ce n'est pas nous qui allons, si ce n'est pas nous qui les informons et qui allons leur expliquer comment ça va se passer et concrètement ce qui va se passer pour eux, bah, c'est d'autres acteurs qui vont le faire. Et pour le coup, là, c'est nous qui serons dépendants des choix des clients. Et ce ne sera plus tellement notre stratégie, on va juste subir. Et en fait, le maître mot pour moi, c'est maintenant qu'il faut aller absolument embarquer les clients, en ce cas sensibiliser les clients. Ça, c'est sur fin 2023, maximum début 2024 qu'il faut le faire, parce que sinon, on va subir. Et moi, je n'ai pas envie de subir. Voilà. C'est une super conclusion. Donc, le but, effectivement, c'était de vous montrer que malgré le report de la facture électronique, il y a des cabinets qui continuent à avancer sur l'automatisation, qui sont déjà très avancés, et donner envie aux autres de ne pas arrêter, au contraire, et d'accélérer. Oui, il faut évidemment y aller. Je reprends l'image des outils. Là, je vois, donc là, maintenant, vous nous demandez un outil pour les facturations du bâtiment. Donc, je crois que BP est pas mal, hein, mais parce qu'ils sont spécialisés dans le bâtiment. Donc, allez voir ces éditeurs, en fait, métiers, puisque BP est parti par du bâtiment et est devenu un généraliste. En fait, l'outil est au service de la stratégie numérique du cabinet qui elle-même est au service de la stratégie de l'expert comptable. Donc, vous comprenez qu'on n'est qu'au troisième niveau. L'expert comptable a une stratégie. Est-ce qu'il se spécialise? Est-ce qu'il ne se spécialise pas? Est-ce qu'il a une stratégie de croissance
ou pas. Beaucoup d'experts comptables ont un cabinet de 5 personnes et veulent rester à 5. Il n'y a pas de stratégie de croissance. S'il n'y a pas de stratégie de croissance et qu'on a 5 collaborateurs, qu'on est assez heureux, on va se retrouver avec d'autres problématiques. Comment on va gérer le turnover, comment on gère le portefeuille client, parce que il y a 10-20 ans, on pouvait être à la tête d'un cabinet de 5 personnes avec une clientèle généraliste. Est-ce que ça sera encore possible demain ou après-demain, à cause, entre guillemets, ou grâce aux outils qui vont nous donner des gains de productivité, mais sectorisés en fait. Donc, la stratégie de l'expert comptable, de la stratégie numérique, environnement ouvert ou environnement fermé, et 3, l'outil. Donc, on peut répondre à vos histoires d'outils, mais vous commencez que quand on répond à un outil, on commence par la fin. Parfait. On va terminer là-dessus pour la conférence. Simplement, donc à vous la parole, les questions, on les a prises au fur et à mesure. Là, on a vraiment fait le tour. Peut-être la date du prochain atelier. Tu veux dire un mot, Virginie, ou Alors, le 14 novembre 2023, je ne sais pas si je serai invitée parce que je parle peut-être non. un petit peu trop. Donc, qu'est-ce que je dois automatiser en attendant la facture électronique? Voilà, c'est-à-dire que là, on a abordé beaucoup de sujets. Le but, c'était simplement de redonner, de remotiver, de montrer des cas pratiques. Et là, à partir du prochain épisode, ça va être d'approfondir certaines thématiques et de rentrer un peu plus dans le détail. Je crois qu'il y a aussi le calendrier du mois d'octobre qui est juste après. Donc, on a une exposition qu'on a inaugurée la semaine dernière. Vous savez que tous les ans, les locaux de l'ordre sont ouverts à l'art. Et cette année, on a la grande chance d'avoir une exposition Jacques Prévert. Jacques Prévert a fait des dessins tous les jours qu'on appelle les éphémérides. Et tous les jours de sa vie, il prenait une feuille de papier, il faisait un dessin, une fleur, et il est marqué ses rendez-vous, le coiffeur, Jean-Paul Gaultier, etc., etc. Et donc, ils sont exposés là jusqu'au 18 janvier, je crois. Il y aura des nocturnes où vous pourrez venir les visiter. Il y a également d'autres artistes comme la petite fille de Jacques Prévert qui s'appelle Eugénie Bachelot-Prévert. On vous attend tous parce que c'est vraiment c'est magique de mélanger dans cette maison du chiffre, eh bien l'art et en particulier Prévert. Pour les experts comptables stagiaires qui sont là avec nous et qui passent le deck, bah vous savez, alors malheureusement, enfin bref. La documentation papier reste une obligation lorsqu'on passe le deck. C'est pour ça que je dis malheureusement. Donc, on s'associe et l'ordre vous loue des mémentos pour 100 € les 7 ou mémentos. C'est-à-dire que donc ça évite aux experts comptables stagiaires qui passent le deck d'acheter pour 1 500 € de bouquins. Donc, on est là pour aider ces jeunes à passer le deck. J'adorerais, en tant que présidente de l'ordre, ne plus parler de cette opération Memento et que la documentation électronique soit possible. C'est pour ça que j'ai dit malheureusement, mais donc c'est un service qui a beaucoup, beaucoup de succès. Je peux vous dire qu'on manipule des tonnes et des tonnes de Memento. On en a commandé 500 packs de 7 Memento. Vous ferez les calculs en termes de poids. Et de RSE, non, mais c'est un scandale parce qu'après, ces Mementos sont brûlés. Vous voyez, c'est un vrai scandale écologique, mais aujourd'hui, l'éducation nationale ne veut pas gérer des histoires de tablettes parce qu'il faudrait proposer des tablettes, il faudrait qu'elles soient mises à jour, il faudrait qu'il y ait un technicien pendant l'épreuve qui soit là pour débugger, etc. Mais il semblerait qu'en médecine, il y ait des tablettes. Bon, bref, on va peut-être y arriver un jour à arrêter de faire cette gabegie de papier. La data visualisation, il y a du club DAF, je crois, club DAF externalisé. Oui, c'était du. Ah non, c'est aujourd'hui, on est le 10. Soutenir les clients, donc c'est les ateliers mieux vaut prévenir. Alors, des experts comptables, on est prêt depuis 2020 pour vous assister, vous, experts comptables, en cas de défaillance de clients. L'économie ayant été dopée par des PGE et des aides de tout genre, 2020, 2021, 2022, il n'y a pas eu beaucoup de défaillances et c'est aujourd'hui, on arrive à la fin des PGE où
beaucoup d'entreprises vont pas bien. Souvent, expert comptable, on est un peu paumé devant cette technicité-là. Qu'est-ce que l'état de cessation des paiements, qu'est-ce qui va se passer au tribunal, les plans de continuation, etc. Donc, on a depuis 2 ans des ateliers qu'on appelle les ateliers Mieux vaut prévenir, MVP, comme on dit ici en interne, qui sont animés par Nicolas Jakubowicz, un élu spécialisé, expert comptable spécialisé dans ce domaine-là, Alexandra Blanche, une administrateur judiciaire, et un avocat, Nassim Galiami, qui est spécialisé aussi. Donc, expert comptable, administrateur, avocat, je pense que là, on a le combo gagnant pour vous apporter toutes les réponses à vos questions. La consultation des CSE, le club innovation vous parle de soft skills. Quand on parlait de nos collaborateurs, en fait, on est dans la case de soft skills. Donc, c'est très, c'est un peu galvaudé les soft skills, etc. Mais quoi qu'il en soit, on en manque terriblement dans nos cabinets. Les forfaits dans tous leurs états, là, on est dans le club social. On a une journée annuelle des contributeurs de l'ordre, des ateliers coaching, la journée de la RSE le 17 octobre. Donc, si dans votre stratégie éventuelle, vous dites peut-être que je pourrais apporter des critères extra-financiers à mes clients, je vous invite à suivre cette journée de la RSE, bien évidemment. C'est gratuit cette journée. Après, il y a le club innovation. Après, moi, je vois pas tout bien, mais bon, les rendez-vous 50 sauvegarde du cabinet, ça, c'est un rendez-vous important. On a préparé un kit pour vous, experts comptables en activité, qui peut vous aider à prévoir ce qu'on n'a pas du tout envie de prévoir, qui est soit une maladie qui vous empêche d'exercer, soit la mort, soit vous avez des mandats. On vous parle de mandat de protection future, de mandat de posthume. On vous donne tous les outils. Vous savez que vous pouvez écrire le nom d'un confrère, d'une consoeur qui pourrait reprendre votre cabinet en cas de soucis. Enfin voilà, donc on vous parle de la sauvegarde du cabinet. C'est un rendez-vous 50 à 18h le 19 octobre. Et encore la commission innovation. Je pense qu'on en a fini là. Ah, c'est bon. Ouais. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous. Merci Virginie. Merci Elodie. Merci Denis. Bonne journée à toutes et tous. Merci Julien. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.